Bon, mais bienvenue à tous et à tous dans cette conférence sur les enjeux géopolitiques du cyberespace. Merci à l'Institut de la gestion publique et du développement économique de l'avoir organisé. Merci à vous, nos intervenants et intervenantes, d'avoir répondu présent. Et également à vous qui nous regardez en distanciel. Donc nous sommes ensemble pendant 2 heures et je suis Marie Viennot, journaliste à France Culture et j'anime cette conférence. Donc vous nous regardez toutes et tous, je disais, derrière vos écrans numériques. Le système Webex que vous utilisez est une solution développée par Cisco, une entreprise américaine. Or, parmi vous, il y a de nombreux fonctionnaires de Bercy, ministère qui a ajouté à économie et finances la souveraineté industrielle et numérique à son appellation. Il y a juste dans cette situation un peu anecdotique, mais tout de même révélatrice, plusieurs des défis posés par la montée en puissance du cyberespace dans nos espaces de travail, également de convivialité comme celui que nous sommes en train de partager. Les exemples, on pourrait les multiplier ainsi à l'infini. Alors, la souveraineté dans le domaine numérique est-elle encore possible ? Quand on voit que sur les 10 plus grandes capitalisations boursières du monde, 10 sont des entreprises du numérique, mais qu'aucune n'est européenne, quand on se souvient que le ministère de l'Intérieur, en 2016, a choisi une société américaine, partiellement financée par la CIA, pour gérer une partie des données de la Direction générale de la sécurité intérieure, le renseignement donc, ou plus récemment même qu'une entreprise comme Atos, entreprise française du numérique, a dû s'allier à Amazon en échange de promettre de placer des solutions cloud Amazon chez ses plus gros clients. On voit que la souveraineté numérique, peut-être que c'est un objectif difficilement nommable. Alors non seulement les États sont dépendants de ces géants du numérique, y compris, comme je le disais, pour leurs services de renseignement, mais ils peinent aussi à aligner autant de milliards que ces géants pour développer tout ce qui façonne déjà le monde d'aujourd'hui et le façonnera encore plus le monde de demain. Je pense bien sûr au big data, le cloud, l'intelligence artificielle, les objets connectés, sans oublier toutes les infrastructures dont nous parlerons également. Alors quel monde cela nous prépare-t-il ? On sait que les guerres sont devenues hybrides, que le cyber est l'une de leurs composantes les plus complexes à contrer. Or, ce terrain de conflit, il n'est pas que militaire, il est aussi civil. Il touche aussi les entreprises, les individus qu'il faut protéger ou que l'on somme de se protéger, mais à ce moment-là, à quel coût ? Si les données sont aujourd'hui une matière plus précieuse que le capital, disent certains, la guerre pour ces données est-elle déjà en cours ? Quelle forme prend-elle ? Et qui est le mieux parti pour la remporter? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder pendant ces 2 heures. Restez avec nous. Je vous présente maintenant nos 3 intervenants, 3 regards différents sur ces problématiques. Ils interviendront à tour de rôle la première heure, puis nous aurons encore 1 heure pour qu'ils puissent confronter leurs analyses et qu'ils puissent répondre aussi à vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions via le chat du Webex sur votre écran et donc je me ferai le relais pour pouvoir les poser. Donc le sujet est réellement tentaculaire. Nous allons partir de cette dimension la plus géopolitique avec vous, Julien Nossetti. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes enseignant-chercheur à l'Académie militaire de Saint-Cyr et titulaire de la chaire cybersécurité à Rennes. Vous êtes venu à ces thématiques par le biais de vos recherches sur la Russie qui vous ont amené à étudier les diverses dimensions de ce qu'on nomme la cyberconflictualité. Nous verrons donc avec vous quels sont les conflits du moment, leur nature, leur évolution, notamment depuis la guerre menée par la Russie en Ukraine. Après vous, nous écouterons Nicolas Arpagian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie en cybersécurité de Train de Micro, spécialiste international de l'analyse de la cybermenace. Vous signez depuis 2010 le Que sais-je sur la cybersécurité, ouvrage dont le rythme des réactualisations s'accélère, m'avez-vous dit, la dernière datant de 2022. Avec vous, nous verrons comment les États et les entreprises peuvent se protéger de ces cyberattaques dont la fréquence s'accélère aussi. Puis ce sera au tour d'Aurélie Lutrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'EOCosmo, un cabinet de conseil créé il y a 18 mois qui accompagne les collectivités locales et les entreprises dans la sécurisation de leur transformation digitale. C'est votre expérience d'avocate en droit public pour des grandes entreprises qui vous a fait réaliser l'importance des enjeux numériques et donner envie donc d'apporter des solutions au plus près du terrain pour éviter que la dépendance au numérique ne soit synonyme de perte totale de contrôle, aussi bien pour les acteurs privés,
dans leur compétition entre eux, mais aussi pour les acteurs publics dans l'exercice de leur mission. L'enjeu n'est pas qu'économique, il est aussi démocratique, et vous avez donc à l'appui de cette analyse de nombreux exemples à nous donner. Les présentations sont faites, la parole est à vous, Julien Nossetti, pour une quinzaine de minutes. Quand on évoque les enjeux géostratégiques ou géopolitiques du numérique, aidez-nous pour commencer à comprendre de quoi on parle concrètement. J'ai combien d'heures ? 15 minutes. Je plaisante. Effectivement, donc la thématique était évidemment très large. C'est un sujet dans lequel j'ai le plaisir, au détriment de mon sommeil, de plonger depuis des années. Effectivement, j'y suis venu par la Russie, ce qui est un point d'entrée assez intéressant quand on essaie de traiter de toutes ces dimensions de conflictualité numérique au sens large. Et j'emploie volontairement le terme de numérique pour essayer aussi d'y inclure le volet informationnel, hein, qui est évidemment prépondérant aujourd'hui dans nos rapports sociaux et nos conflits, on va dire, au sens large. Donc je vais aborder cette part de conflictualité dans cette géopolitique du numérique. Si j'ai le temps, j'essaierai de revenir aussi sur les 3-4 grandes questions posées par, au fond, la contestation des prérogatives souveraines des États par les big tech. Et on voit aujourd'hui de façon très intéressante que ces acteurs, ils sont très impliqués, pour certains d'entre eux, dans la guerre d'Ukraine. On ne les a pas encore mentionnés, mais ça va venir, et que on assiste aujourd'hui à des logiques de fragmentation qui ne sont pas nouvelles, mais qui s'accentuent dans le champ technologique et numérique, là aussi à la faveur des épisodes du Covid, de la crise du Covid, et puis de la guerre d'Ukraine. Et s'il me reste 30 secondes, j'essaierai de terminer par peut-être une note d'espoir sur les questions de gouvernance, parce que la géopolitique numérique, ce sont aussi des aspects de gouvernance mondiale du cyberespace, avec des tentatives de régulation qui sont là aussi finalement assez anciennes, qui remontent sur les 20-25 dernières années, et qui ont pris une dimension pour le coup très stratégique depuis quelques années. Donc je reste volontairement nébuleux à ce stade-là, mais pour le coup on a quand même des thématiques extrêmement précises aujourd'hui. Donc j'ai un regard avant tout sur ces sujets d'observateurs des relations internationales, et quand on essaie de se replonger dans la littérature stratégique en RI, en relations internationales, de ces dernières décennies, il y a un penseur américain qui s'appelait Morgenthau et qui, à la fin des années 40, avait publié un ouvrage, Politics Among Nations, et qui, grosso modo, nous disait que l'avènement du nucléaire allait précipiter la fin du système international, et qu'il y aurait une nouvelle sorte de gouvernement mondial qui allait s'instaurer. Alors ça peut paraître aujourd'hui un peu hors sol, un peu déconnecté des enjeux immédiats, mais ce qui est intéressant, c'est de voir précisément que avec la question du cyberespace, des enjeux de géopolitique numérique, on a affaire à des questions qui posent en filigrane certains des aspects soulevés par Morgenthau. Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut anticiper tous les bouleversements aujourd'hui géopolitiques qu'a entraîné depuis une vingtaine d'années le cyberespace? Est-ce que c'est possible, et quelles en sont les conséquences? Alors évidemment, les analogies avec le nucléaire sont récurrentes, elles sont parfois tentantes. Il y a une différence de taille quand même, c'est qu'avec le numérique, on a affaire à un domaine, à des problématiques qui sont systémiques, qui irriguent toutes nos activités sociales, économiques, politiques, etc. Alors que le nucléaire est censé ne pas être utilisé, évidemment, des fins stratégiques. Bon, on est quand même dans des postures ici qu'il est toujours intéressant, je pense, de rappeler. Et ici, il y a un petit élément de réponse qui a été apporté pendant la crise du Covid, encore une fois, où cette crise a montré le caractère éminemment stratégique du cyberespace. On a réalisé, si besoin était, nos dépendances multiples à l'égard de cette épine dorsale, hein, au fond, de nos sociétés, de nos économies globalisées, ce qui a aussi mis en lumière toutes nos interdépendances économiques, sociales, etc. Alors que ça concerne les infrastructures diverses et variées, les applications, les solutions numériques, en particulier des États-Unis et de la Chine. Et c'est là où vous avez un élément absolument fondamental aujourd'hui de cette géopolitique numérique, c'est le cadre aujourd'hui qui est porté par la compétition sino-américaine. Ce qui est peut-être un lieu commun aujourd'hui en 2022 que de le rappeler, mais qui, nous, de notre regard
d'Européens est absolument fondamentale parce que nos actions, nos schémas de pensée, nos réactions aussi politiques, notamment à Bruxelles, vont être quand même assez largement déterminées par cette rivalité. Hein. Donc on est, en contrepoint, on est quand même très souvent dans une posture de défense, de réaction qui vise à atténuer certaines de ces dépendances technologiques et numériques par rapport essentiellement aux États-Unis et de façon croissante par rapport à la Chine. Bon, il ne faut pas oublier que du coup, depuis le Covid-19, on a aussi pris conscience de façon, nous, les décideurs politiques et économiques, que nos dépendances par rapport à certaines plateformes technologiques étaient telles qu'il fallait peut-être enclencher une forme de mouvement. Alors certains parlent de souveraineté numérique depuis des années, d'autres parlent d'autonomie stratégique. Les termes ont leur importance, hein, ce n'est pas seulement des slogans. Hein. Autonomie stratégique renvoie peut-être davantage à une sémantique si vous voulez, de la stratégie, de la défense. Hein, c'est un terme importé finalement, enfin exporté pardon, du vocabulaire de la défense française, qui a irrigué ensuite la place bruxelloise depuis 3-4 ans, avec là aussi une appropriation finalement de ces thématiques pour essayer d'atténuer les dépendances numériques extra-européennes. Bon. Le constat aussi, il est le suivant, c'est que depuis des années, vous avez une thématique qui est centrale dans les rapports géopolitiques. Vous avez des États qui, bien sûr, en ont fait une priorité de leur stratégie comment dirais-je, de sécurité nationale. Alors, ça concerne aussi bien les régimes démocratiques comme autoritaires. Là, je suis trans-régime, si vous voulez, dans mon évaluation. Ça concerne aussi des superpuissances économiques qui vont affirmer par le biais du numérique leur volonté de contrôler, de maîtriser les stocks, les flux de données, ce qui pose là, bien évidemment des questions à la fois juridiques, éthiques, économiques, tout à fait fondamentales. Ça concerne aussi des associations de défense des libertés, il ne faut jamais les oublier dans le cyberespace, avec là aussi des questions, des logiques de garde-fous à maintenir, voire à renforcer par rapport aux choix politiques qui sont parfois édictés en la matière. Et là aussi, ça concerne évidemment différents types de régimes. Et puis, vous avez une autre catégorie d'acteurs, bien sûr, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est tous les groupes criminels, qui soient para-étatiques ou purement privés, et qui se livrent à des activités d'espionnage industriel, voire parfois de sabotage, et qui vont porter atteinte à des intérêts individuels ou collectifs. Donc ça, évidemment, avec la montée du risque cybercriminel, on est face à un type d'acteur qu'on commence à bien mieux appréhender, même s'il est toujours, même s'il est parfois délicat de bien mesurer le degré d'intégration de certains de ces groupes criminels avec des appareils étatiques. Et là, c'est vrai que le cas de la Russie est toujours très, très intéressant, très parlant, parce que une bonne partie de l'économie politique du rançongiciel en particulier est située dans cette zone géographique, on va dire, pas seulement en Russie, mais dans l'espace post-soviétique, avec là des différents types de groupes qui vont soit être assez bien intégrés dans les appareils de défense et renseignement russes, soit parfois prêter allégeance en fonction des circonstances, donc être dans une posture assez opportuniste. Et troisièmement, des groupes qui, eux, sont davantage mus par des logiques de profit pur et simple, et qui essaieront de se tenir à distance du politique, même si dans le contexte actuel, depuis 10 mois, ça peut être un peu compliqué pour ces groupes cybercriminels russes. Et ça, on l'a vu dès le début de la guerre, avec une petite bataille, entre guillemets, entre certains de ces acteurs cybercriminels russes qui, parfois, comment dirais-je, accoler le drapeau russe à leurs actions, parfois même à leur site internet, quand d'autres essayaient de se tenir à distance et expliquer que finalement seul l'argent comptait et que la politique ne les intéressait pas. Bon. On voit bien que finalement ici la géopolitique est tout à fait centrale et qu'elle infuse finalement toutes ces logiques, ces dépendances et ces actions malveillantes au fond. Donc c'est pour ça que finalement le premier grand point quand on parle de géopolitique numérique, c'est celui de la conflictualité, parce que vous avez une conflictualité qui est diffuse, qui est mouvante, qui est complexe aussi. Il faut pas se voiler la face. On a affaire à des sujets qui, d'un côté, présentent un coup d'entrée technique certain, et d'autre part, évoluent de telle manière que effectivement, le décideur, le législateur ont parfois du mal à courir après le temps de l'innovation
criminelle, on va dire. Donc ça, c'est un point, je pense, aussi important à rappeler. Et là, c'est vrai que quand j'ai commencé à dresser finalement un début de panorama des cybermenaces, en mettant l'accent sur la cybercriminalité, qui pendant des années faisait office de bas du spectre. C'est-à-dire que pendant des années, on parlait bien davantage des cyberopérations étatiques, c'est-à-dire celles qui seront planifiées, financées, staffées en ressources humaines et qui auront une nature peut-être plus militaire finalement pour ces appareils étatiques. Là, l'exemple le plus couramment, le plus communément rappelé, c'est celui de Stuxnet, hein, le fameux le fameux virus qui a été développé conjointement par Israël et les États-Unis à la fin des années 2000 et qui a eu pour effet, autour de 2010, d'aller paralyser le fonctionnement des centrales, des centrifugeuses de refroidissement de l'uranium, comment dirais-je, en Iran, à Natanz, avec pour effet de bloquer totalement les systèmes et de retarder au final le programme nucléaire iranien. Donc là, on a eu affaire à un exemple tout à fait éminent de cyberopération étatique, parce qu'elle a mis déjà 3 ans avant de se monter, ce qui montre bien que c'est pas en claquant du doigt qu'on peut avoir des effets dans le cyberespace, que vous avez des logiques, hein, des logiques opératives, que tout ça requiert aussi des moyens humains et financiers tout à fait colossaux. Bon, voilà, cas d'étude toujours aujourd'hui largement rappelé dans les chancelleries, les états-majors, parce qu'il fait figure quand même d'exemples à la matière. Alors c'est vrai que quand on aborde ces différentes menaces dans le cyberespace, vous avez celle de l'espionnage qui parfois est rappelé dans les médias, dans les discours publics, et parfois est assez curieusement mise au second plan, alors que finalement l'intérêt peut-être le plus fort du cyberespace pour des États, c'est celui d'avoir des leviers en matière de renseignement. Et ça, c'est quelque chose dont on a peut-être pris davantage conscience avec la guerre d'Ukraine, là aussi, en faisant le constat d'une relative timidité. Je ne sais pas si le terme est le plus judicieux, donc je mets des guillemets à l'oral, timidité des opérations cyber, notamment sur le haut du spectre, comme on dit. Donc ici vous avez comment dirais-je, une dimension d'espionnage qui est extrêmement forte, mais qui au fond consiste essentiellement à transposer les pratiques de renseignement dans le monde classique à l'univers numérique. Donc il n'y a pas finalement de vraies surprises, même si là encore une fois, pour des appareils de renseignement, de défense, c'est assez commode, à commencer par le plus puissant d'entre eux, donc la NSA américaine, qui de longue date là aussi, et notamment en profitant de son caractère de premier entrant, je dirais, et jouit de certains leviers sur lesquels on pourra éventuellement revenir tout à l'heure. Et puis vous avez une autre problématique qui est celle du sabotage. Alors là aussi, une petite connotation d'application plutôt militaire. C'est une donnée qui est peut-être plus difficilement, comment dirais-je, plus difficile à illustrer. Selon moi, le cas d'étude peut-être le plus parlant, c'est celui de NotPetya. Et je vais accélérer peut-être mon propos, ça passe très vite. NotPetya, donc là aussi virus qui a essaimé à partir de juin 2017 à partir du territoire ukrainien. Et c'est vrai qu'à l'époque, en juin 2017, il y a un peu plus de 5 ans, on avait essentiellement évoquer l'affaire sous l'angle des effets de bord, c'est-à-dire de toutes les ramifications internationales de ce virus qui a touché des transporteurs maritimes, des forces de police aux 4 coins du monde, des différents acteurs économiques, donc avec vraiment des conséquences très largement au-delà du théâtre ukrainien. Et pourquoi le relier à la question du sabotage? Parce que, au fond, avec les années de recul dont on dispose aujourd'hui, on peut très bien estimer que l'objectif était militaire, hein, déjà à l'époque, parce que NotPetya pouvait viser la paralysie du pays. C'était une sorte de test, hein, qui devait permettre d'isoler les entreprises russes de leurs filiales ou les maisons mères en Ukraine avant une éventuelle attaque dans un objectif de conquête. Donc c'est vrai qu'on était à l'époque dans une phase qui était considérée comme étant de faible intensité en Ukraine, mais quand vous
retracer les différents fils finalement du conflit à partir de 2014 jusqu'à l'invasion de février 2022, on voit bien que finalement les tentatives russes n'ont jamais cessé et que un essai, un produit, je dirais, comme notre Pythia, a pu être aussi conçu dans cette finalité de test, si vous voulez. Alors vous avez évidemment un point sur lequel je vais revenir peut-être très rapidement en quelques secondes. Je ne sais pas quel est mon temps, de quel temps je dispose. On a jusqu'à, enfin, vous avez commencé à 37, vous avez jusqu'à 57, hein, si on veut. D'accord. Donc je vais être assez concis. Donc, autre point, aujourd'hui évidemment éminent dans les relations internationales, géopolitiques, ce sont les manipulations d'information. Donc un terme qui a été choisi après de longs débats, notamment par la diplomatie française. Donc le choix a été fait d'évoquer cette expression pour refléter le caractère, notamment le caractère clandestin finalement de pratiques de subversion, de désinformation, etc. Parce que finalement la cible est censée ne pas se rendre compte qu'elle est victime de manipulation. Donc c'est une problématique essentielle aujourd'hui. Alors je sais bien qu'on parle de fake news, de désinformation, de propagande, parfois de tromperie, de forgerie, quand il s'agit d'illustrer des faux documents qui ont été produits dans une finalité de ruse, de tromperie. Donc on a aujourd'hui un sujet qui est majeur, qui est peut-être davantage perceptible auprès du grand public ou du grand public éclairé, parce que les effets sont aujourd'hui tout à fait évidents, avec quelques jalons évidemment importants ces dernières années, ces dernières décennies, avec bien évidemment la campagne électorale américaine de 2016 qui a bien montré les différentes formes d'ingérence numérique de la Russie et de sa nébuleuse informationnelle qui depuis cette année-là c'est largement exporté au point que, notamment dans le contexte américain, vous avez une forme d'indigénisation finalement de cette guerre de l'information, avec toute une alt-right américaine et d'autres acteurs, notamment individuels aussi, des leaders d'opinion qui se sont appropriés finalement certains des narratifs, certains moyens rhétoriques employés par les services russes pour aller essayer d'influencer, de se lancer dans une conflictualité verbale avec la population, au fond, et les élites dirigeantes. Bon, ça concerne évidemment aussi tout le reste du monde. On voit bien que d'autres pays, comme la Chine en particulier, ont développé tout un appareil de guerre informationnelle tout à fait conséquent, avec une sorte de basculement depuis le Covid. On a bien constaté qu'on était quand même assez clairement passé de la projection de l'image d'une Chine bienveillante au monde avec la diplomatie du panda vers vers des rapports beaucoup plus tendus et conflictuels sur les réseaux sociaux en particulier, avec la fameuse diplomatie du loup combattant. Et ça, on l'a essentiellement évoqué il y a quelques années sous finalement l'analogie avec les méthodes, l'appropriation avec les méthodes de guerre informationnelle employées par la Russie depuis des années. Donc, et pas seulement la Russie de Poutine, mais aussi l'URSS qui avait développé tout un arsenal, là aussi, de désinformation, de subversion sur ce plan informationnel. Bon. Peut-être en 30 secondes, juste pour finir mon propos et ouvrir un petit peu les discussions, parce que j'évoquais finalement au début de mon propos la place centrale aujourd'hui prise par certains des big tech, certains des GAFAM aujourd'hui sur la scène internationale. Ça, c'est un enjeu clairement géopolitique aujourd'hui qui est absolument incontournable, ne serait-ce que par l'angle des dépendances au pluriel que j'ai évoqué tout à l'heure, sous l'angle évidemment des technologies qui sont employées. Mais vous avez une question aujourd'hui fondamentale quand on conserve cet angle géopolitique aujourd'hui, à la lumière de la guerre en Ukraine, c'est précisément de voir l'implication des Microsoft et des Google. Je mets de côté peut-être rapidement Starlink, parce qu'on en a parlé ad nauseam, et il ne s'agit peut-être pas ce matin de faire la publicité d'Elon Musk, même s'il est un sujet à part entière de géopolitique, le camarade Elon. Parce que, j'ouvre la parenthèse, parce que vous avez au fond trois casquettes, trois personnalités chez Elon Musk. Vous avez Musk l'industriel, dont on voit bien évidemment toute la place qu'il a acquise avec ses différentes sociétés. Ce qui pose là aussi des questions de dépendance. Quand vous pensez à un acteur comme Tesla, qui dépend de l'outil de production chinois, là vous avez quand même un sujet, quand on pense que Elon Musk a racheté Twitter, et que quand il s'agira pour lui d'aller
effacer, d'aller débunker comment dirais-je, des pratiques de désinformation de l'appareil chinois, ce sera peut-être compliqué pour lui, parce qu'il aura peut-être un choix à faire, hein, au fond, entre la préservation de ses intérêts économiques et la préservation de Twitter, même si on a peut-être un peu peine aujourd'hui à voir en décembre 2022 où est-ce qu'il compte amener ce réseau social, après avoir déboursé, je rappelle, 44 milliards de dollars. Bon. Donc le cas Starlink est peut-être un petit peu à part, même s'il est tout à fait révélateur de cette dimension aujourd'hui, finalement, c'est au fond un actif militaire en Ukraine aujourd'hui, en permettant d'assurer une connectivité dans certaines zones du pays, dans les zones en particulier qui sont âprement disputées à la Russie. Et ça, c'est un point là aussi très révélateur comment dirais-je, du lien entre l'infrastructure qui permet la connexion et aussi l'accès à l'information. Donc vous avez un lien aujourd'hui dans cette géopolitique numérique entre les grandes infrastructures, hein, que j'ai évoquées, et puis la réception par les populations concernées d'une information qui sera peut-être biaisée. Et ça, je donne juste un exemple avant de m'arrêter. C'est dès le début du conflit, en février, enfin de l'invasion, pardon, ça a été le reroutage, donc la réorientation par la Russie des grandes routes des données, des grands flux de données numériques dans les régions orientales de l'Ukraine, donc celles qui ont été conquises, voire annexées, vers les routes amenant ces flux de données vers la Russie, pour qu'ensuite ces provinces ukrainiennes conquises voient l'information sous le regard biaisé du censeur russe. Donc ça, vous avez une autre illustration ici du lien entre infrastructure numérique et puis la réception de l'information. Donc là, vous avez une dimension, je pense, qui a beaucoup évolué ces dernières années, avec un accent très fort placé sur certains types d'infrastructures. Alors très logiquement, hein, les data centers, les câbles sous-marins, que j'ai pas eu le temps d'évoquer, mais qui sont un petit peu le serpent de mer de cette géopolitique numérique, dont on parle parfois de façon très crispée, parce qu'on a l'impression que chaque jour il pourrait y avoir un sabotage d'un câble, et parfois c'est un sujet qui redevient totalement anecdotique. Donc bon, je ne développerai pas forcément ce point-là maintenant, mais vous avez à nouveau des logiques de rapport de force, hein, qui sont nues à ce sujet-là. Et pour finir, en parlant évidemment de Microsoft et de Google, donc deux acteurs en particulier qui sont affirmés très en avant finalement dans la guerre d'Ukraine, notamment dans le cas de Microsoft, où c'est tout à fait révélateur finalement là aussi d'une orientation stratégique prise par la société depuis des années, de s'impliquer carrément sur la scène internationale, dans des arènes géopolitiques, pour aller essayer de pousser des documents, des textes. Hein. Ça a été le cas avec cette société en 2018 d'une convention de Genève du numérique. Donc on voit bien aussi la façon d'imiter finalement le langage, la rhétorique du monde de la diplomatie, et puis en même temps d'aller injecter des financements tout à fait importants dans la guerre en Ukraine pour permettre d'assurer une intermédiation technique avec les services et produits ukrainiens qui dépendent de Microsoft, d'aller stocker les données stratégiques de l'État ukrainien dans les propres data centers de Microsoft, ce qui là aussi quand même tout à fait révélateur et pose des questions notamment juridiques tout à fait intéressantes, et puis bien sûr tout un discours là aussi qu'il est important de suivre, parce que vous avez effectivement des États qui sont un peu grignotés finalement dans leur prérogatives souveraines, et la question qui se pose, et je m'arrête là promis, c'est au fond, est-ce que ces acteurs sont nos alliés géopolitiques, hein? Donc question ouverte, et je vous remercie. Merci à vous. On va parler des infrastructures tout à l'heure dans la discussion générale, donc vous pourrez y revenir. Mais donc vous avez parlé sur la fin donc l'implication de Microsoft auprès de l'Ukraine, et c'est vrai qu'il y a un article récent de l'Express qui évoque très concrètement tout ce que Microsoft a fait pour aider les Ukrainiens à conserver leurs données dans un cloud extérieur. Et dans cet article, il parle notamment d'équipes de cyberdéfense de Microsoft et équipe qu'aurait également Google. Donc on voit bien que le vocabulaire utilisé là est typiquement celui du renseignement et surtout de fonctions ô combien régaliennes. Est-ce que finalement ce transfert un peu de compétences, est-ce qu'il s'accompagne d'une réflexion ou d'un encadrement, ou est-ce qu'il se fait en fait dans les faits? Et puis voilà quoi. C'est une très bonne question.
Très bonne question, parce qu'en fait, vous avez deux types de lectures possibles. Soit vous postulez que finalement Microsoft a acquis une puissance telle aujourd'hui que la société peut que Brad Smith, pardon, son président, peut se passer de l'aval de certains décideurs, notamment américains, et puis entreprendre ses propres actions finalement dans ce conflit, sachant que globalement l'action de cette société vise à assurer une forme de résilience aussi, notamment cyber, au profit de l'État ukrainien dans le conflit avec la Russie. Euh, et à l'inverse, vous avez une société qui quand même, au fond, constitue le prolongement finalement de la puissance américaine. Donc vous avez cette difficile équation entre un acteur qui, comme d'autres par ailleurs, hein, c'est pas propre à Microsoft, qui peut constituer un adjuvant à la diplomatie et à l'armée américaine, et en même temps parfois avoir sa propre indépendance, hein, de facto. Et ça, c'est vrai que bon, les analogies historiques sont aussi valent ce qu'elles valent, et sont parfois rappelées. Et c'est vrai que moi j'aime bien pour essayer de comparer finalement l'action de la marge de manœuvre, la puissance acquise par sa société, les comparer à ce qu'a été il y a quelques siècles la compagnie des Indes orientales britanniques, qui a été la plus puissante, hein, par rapport à ses homologues néerlandaise, française, etc. Bon, parce que c'était un acteur qui, à l'époque, au fait de sa puissance, battait monnaie, levait une armée, etc. Et parfois était allié aux intérêts de la couronne britannique, parfois était indifférente à ses lois, et parfois était franchement hostile à la couronne britannique. Donc là, vous avez alors, une nouvelle fois, je nuance ce type de comparaison. Les contextes et les enjeux ne sont pas les mêmes, mais vous avez peut-être ce même type d'interaction, de relations qui peuvent se nouer avec les États, à commencer par les États-Unis. Hein, parce que vous avez quand même régulièrement des acteurs privés comme ça qui ne veulent pas se voir accoler trop étroitement le drapeau américain. Et ça, on a bien vu que dans la foulée de l'affaire Snowden en 2013, vous avez une grande sensibilité chez certains de ces acteurs justement à mettre en avant finalement les intérêts américains, mais de facto ils en constituent finalement le prolongement, hein, alors je ne vais pas dire l'épine dorsale, mais du moins quand même une donnée assez centrale. Donc finalement ce que Microsoft entreprend dans le cadre de la guerre d'Ukraine, avec des équipes de cyberdéfense, avec récemment l'annonce d'un budget de 100 millions de dollars pour l'année prochaine, qui a été annoncé par Brad Smith, est tout à fait révélateur à la fois de leur puissance et puis finalement constitue le prolongement de cette politique américaine de soutien total à la partie ukrainienne dans la guerre. Donc il n'y a pas de vraie surprise au fond. Et donc c'est un transfert de facto sans encadrement, sans régulation. La question de la régulation est centrale évidemment, et là c'est vrai que je rappelais tout à l'heure avec certains enjeux que comment dirais-je, la régulation à venir, ou finalement les questions de droit soulevées par l'implication aussi forte d'acteurs privés, notamment comme Microsoft, mais pas seulement, doit faire évoluer finalement les réflexions. Est-ce qu'il faudra à terme, je ne sais pas, arriver à une forme de souveraineté hybride? Alors je ne sais pas mon opinion, hein, voilà, mais je soulève un peu les questions, où finalement vous avez des partages, d'échanges, de bouts de souveraineté à un moment donné. Et là aussi, quand on regarde l'histoire longue de ces derniers siècles, à certains moments de crise, de tensions internationales, notamment pour la première phase de la mondialisation, au moment de l'indépendance des États-Unis, etc., vous avez eu des logiques de, alors, je ne vais pas dire de marchandage, mais de moins de concession de souveraineté étatique. Donc c'est intéressant de voir ça à terme, la façon dont les États, à commencer par les États-Unis et l'Union européenne, parviendront soit à céder ou à ne pas céder par rapport à cette puissance aujourd'hui détenue par ces big tech. Donc question de droit tout à fait importante effectivement, sachant que de notre regard d'Européens là aussi, on a peut-être une forme de regard peut-être un peu distancé parfois, sauf dans le champ informationnel, où là vous avez, je pense, à mon sens, une affirmation tout à fait claire des concessions à ne pas faire pour éviter de se voir subvertir par des discours absolument abjects, et qui viseraient là aussi à subvertir les populations européennes. Mais dans ce champ de la cyberconflictualité au sens strict du terme, effectivement, on a peut-être tendance davantage à réagir, hein, de ce côté-ci du monde en Europe, parce qu'on n'a pas non plus les acteurs sur lesquels on pourrait éventuellement peser. Donc, forme de réaction.
Très bien, merci à vous. Alors Nicolas Arpagian, je me tourne vers vous. Je complète la présentation que j'ai faite au début de cette conférence. Je disais que vous étiez donc à la direction de la stratégie en cybersécurité de Train de Micro, mais vous donnez aussi plusieurs cours à l'École nationale de la magistrature, à Sciences Po, à l'École nationale de la police. Donc le cyberespace rebat de nombreuses cartes et l'une d'elles c'est de mettre un peu, on l'a vu, de mélanger un peu les frontières sont de plus en plus floues entre ce que peuvent faire les États, les entreprises, mais les deux sont finalement un peu dans le même bateau, ils sont victimes de cyberattaques et ils doivent se protéger parce qu'il y a maintenant dans les entreprises aussi de nombreux services essentiels qui sont assurés par ces acteurs privés. Donc est-ce possible de se protéger et comment? Je vous laisse la parole maintenant aussi. Merci. Alors, effectivement, dans le prolongement du propos de Julien, c'est vrai que cette thématique. Alors, moi, j'ai commis il y a quelques semaines un livre qui s'appelle Frontières.com. Et pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? Parce que les frontières étaient effectivement jusqu'à présent l'apanage des États pour dessiner ces frontières, mais surtout pour les reconnaître. Et il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'État s'il n'est pas reconnu dans le cadre de la communauté internationale. Et ce petit suffixe de .com incarne deux choses. D'une part, le commerce, c'est-à-dire l'économie, et deuxièmement, le numérique. Et effectivement, on va avoir des acteurs qui vont considérer que la continuité de l'activité économique va être une composante de la stabilité, de la durabilité des organisations politiques que sont les États. Lorsqu'on prend la définition de l'État, puisqu'on va partir de l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est un système juridique, alors contraignant, c'est-à-dire des règles de droit qui s'appliquent à une population rassemblée sur un territoire. Et il faut ces trois composantes pour qu'on puisse envisager qu'il y ait un État. Et vous vous apercevez que ces grands acteurs du numérique, bon, au final, vont disposer de conditions générales d'utilisation. Tiens, c'est de la production normative. Et d'ailleurs, je suis certain que quand vous avez souscrit à toutes les applications qui composent votre téléphone portable, vous avez bien sûr lu, compris, analysé chacune des caractéristiques de ces conditions générales d'utilisation, y compris d'ailleurs le tribunal compétent en cas de contentieux, et que donc c'est un droit qui a pu être élaboré et qui a été accepté par les deux parties. Et donc, au final, va être presque plus puissant que certains textes émanant d'États établis qui n'arrivent pas à forcément trouver leur application au-delà des frontières géographiques du pays en question. Et donc, on a bien une population, des utilisateurs, des usagers, et on a un territoire qui va être l'espace de stockage, l'espace de partage que sont les réseaux, et donc on a bien des infrastructures qui vont constituer de fait un territoire numérique. Et d'ailleurs, on l'a évoqué dans le cas de l'Ukraine, on a bien vu que des pays ont apporté, alors on avait des précédents déjà, mais une promesse d'assistance de dire si demain le territoire ukrainien était totalement envahi, des pays, la Pologne, certains États baltes, ont assuré le fait qu'elles hébergeraient des infrastructures pour la continuité, un peu comme le gouvernement de Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y aurait un gouvernement numérique, un État, une prolongation de l'État numérique d'Ukraine sur des infrastructures appartenant à des États tiers. Et donc on voit bien que cette notion de droit appliqué à une population rassemblée sur un territoire va poser des questions bien au-delà de la sphère institutionnelle, politique et étatique, et évidemment dans le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que la continuité d'activité, la disponibilité des éléments permettant la vie sociale, le paiement des salaires, l'alimentation, le fait de pouvoir soigner les personnes, va être un vrai critère. On a évidemment, et d'ailleurs, si vous reprenez un texte ancien, mais fort bien écrit et toujours d'actualité, qui est en France l'ordonnance de 1959, qui établit la définition de la défense nationale, eh ben, les rédacteurs de l'ordonnance de 1959 prévoyaient déjà que dans les composantes de la défense nationale, il y avait la défense économique. On ne défend pas, alors il y avait évidemment la défense du territoire, le fait de l'intégrité du territoire de la nation, mais il y a bien une composante sur la défense économique. Pourquoi? Parce qu'un pays ne peut pas s'assumer souverain, être dans sa plénitude d'exercice s'il n'y a pas cette capacité économique. Or, aujourd'hui, il n'y a pas un pan de l'activité économique, commerciale, industrielle, financière, qui ne soit pas irrigué par le numérique. Alors évidemment, votre boulanger peut fonctionner si il n'a plus de connexion Internet, parce que tant qu'il a de l'électricité, il peut faire fonctionner son four, il peut faire une comptabilité avec un carnet, un crayon, mais il y a au final assez peu de commerces qui pourraient durablement fonctionner. Et d'ailleurs, on l'a vu, lorsque des industriels ont fait l'objet de piratage concernant des chiffrements, l'indisponibilité de données,
En fait, bon, on peut aller chercher des produits dans des stocks, les noter, mais on voit bien que les passages de commandes, la facturation va être assez vite limitée. Donc on a une dépendance à la question de la disponibilité des systèmes. Deuxième problématique va être la question de l'intégrité. Nous avons une économie qui se nourrit de plus en plus des données pour justement, d'ailleurs, vous faites une transaction financière, vous n'allez plus à votre agence bancaire pour retirer de l'argent et le banquier verrait dans son grand registre qu'il y a bien la somme nécessaire. Non, c'est une interface qui va avoir effectivement, alors soit à crédit, soit en débit immédiat, mais qui va prélever l'argent sur votre compte. Pourquoi? Parce qu'on va miser, on va souhaiter que ce qu'il y a sur les serveurs informatiques corresponde bien à la réalité de votre situation financière. Donc la question de l'intégrité des données va être à protéger. Troisième dimension qui est au cœur de cette problématique numérisée de nos organisations, la question de la confidentialité. Confidentialité des correspondances, qui est un vieux principe, mais le fait qu'on a le droit au secret des affaires, on a le droit au secret de la vie privée, je l'ai dit pour les correspondances, mais également pour votre données de santé, éventuellement pour votre orientation sexuelle, etc., pour plein d'éléments. Et donc, le but des attaquants va être systématiquement de viser l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité. La seule chose, c'est que, évidemment, c'est toujours difficile d'estimer à l'avance, puisque le pirate, l'attaquant, que ce soit qu'il soit issu d'un état-major, ou qu'il soit dans une organisation criminelle, ou que ce soit d'ailleurs un individu isolé, puisqu'il faut quand même rappeler qu'on a une hausse notamment dans les conflits interpersonnels, qui sont globalement les conflits familiaux, aujourd'hui des usages offensifs du numérique pour régler entre les futurs ex-conjoints des éléments concernant soit la réputation ou pour collecter des données quant à la vie sentimentale ou affective de l'un des deux futurs conjoints, ex-conjoints, pardon. Bref, on a ainsi cette consumérisation des outils malveillants et qui ne sont plus l'apanage ni des services de renseignement ni des états-majors militaires, mais qui, en quelque sorte, se banalisent de la même manière qu'un particulier va trouver, ça reste illégal, mais des moyens de pirater l'accès à tel film, à tel match réservé à des chaînes payantes. Et donc, on a ainsi une consumérisation des outils qui, avant, étaient, soit parce qu'ils étaient complexes techniquement ou financièrement onéreux, étaient réservés à un nombre limité de clients. Donc on va avoir cette conscience qu'on a des organisations qui ont besoin du numérique. Alors qu'ont fait les États, et d'ailleurs la France a une petite avance, j'allais dire conceptuelle, qui s'est traduit un peu par un peu de retard dans la mise en œuvre. C'est peut-être une singularité française, une visibilité stratégique et puis une difficulté à passer à la phase opérationnelle, avec à partir de 2013 la question de dire, voilà, est-ce qu'il y a des infrastructures qu'on va considérer comme critiques. Et donc il y a eu cette réflexion dans une loi de programmation militaire. Alors elle est militaire dans son appellation, mais il s'agissait bien d'un monde civil, c'est-à-dire de dire, voilà, est-ce qu'il y a des domaines où en fait les dirigeants de l'entreprise devront se voir imposer des règles parce qu'ils ne peuvent pas assumer seuls leurs pertes. Je m'explique. Un dirigeant d'entreprise pourrait très bien dire, bon, je ne vais pas surprotéger mes infrastructures. Si je subis une attaque, tant pis, j'aurai une perte d'activité, une dégradation de ma comptabilité, mais j'assume ma perte. En quelque sorte, c'est le risque que je prends, que j'assume. Là, à ce moment-là, l'État va lui dire, non, parce que tu vas être dans un secteur critique. Alors, la législation a parlé d'OIV, d'opérateurs d'importance vitale. Lorsqu'on est dans ce texte qui a été adopté 2016 et qui est rentré en vigueur à partir de 2018, ça a été de dire à plusieurs centaines de dirigeants d'entreprise, vous êtes issus de l'un des 12 secteurs, le traitement de l'eau, l'alimentation, les services financiers, les télécoms, etc. 12 secteurs où la criticité de votre activité vous impose de répondre à des critères de sécurité. Alors évidemment, la seule chose, c'est que la liste des entreprises est classifiée, donc un dirigeant ne peut pas dire « Ah super, vous ne pouvez même pas briller dans les soirées mondaines ou dans les dîners en ville », parce qu'on dit non, il ne faut pas le savoir. Alors évidemment, vous avez compris que quand je vous ai dit l'électricité, les télécoms, il y a peut-être des noms et des acronymes qui viennent à l'esprit, mais on n'a pas le droit de le dire. Et donc effectivement, et d'ailleurs cette appréciation du risque, de dire, voilà, je dois protéger. En fait, l'idée, c'est de dire, je ne dois pas faire en sorte
que une attaque en cascade d'un certain nombre de ces équipements vienne amplifier une crise, vienne créer du chaos dans mon organisation nationale. Et donc, à l'initiative d'ailleurs de la France, de l'Allemagne, une directive européenne a été rédigée, la directive Nice, qui a été adoptée entrée en vigueur en 2018. Et il s'avère d'ailleurs que si vous regardez aux États-Unis, on a à peu près le président, alors déjà Barack Obama, ensuite Donald Trump, et d'ailleurs Joe Biden il n'y a pas très longtemps, ont fait ce qu'on appelle des executive orders, des textes venant de l'exécutif établissant des règles sur les infrastructures critiques. Et les grands pays, enfin, d'ailleurs même les plus petits, de Singapour à la Chine, même à certains pays d'Afrique, se sont dotés de ces réglementations en disant, voilà, il va falloir surinvestir la protection pour éviter un effet en cascade. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien qu'un pays dans lequel il n'y a plus d'électricité, alors certes la compagnie d'électricité perd de l'argent, mais vous voyez bien que tous ceux qui sont dépendants pour fonctionner. Donc on a créé cette porosité entre les mondes civils et militaires, puisque au nom de la défense d'intérêts nationaux, on a donc empiété sur l'autonomie d'un dirigeant d'entreprise en lui disant « tu dois investir dans ce domaine-là ». De la même manière, lorsque l'Union européenne a innové en créant le statut privilégié des données personnelles avec un règlement général sur la protection des données, a dit, voilà, en mettant une amende, alors c'est pas très glorieux en termes de pédagogie, parce que c'est un peu la sanction primaire, de dire si, en cas de perte ou de vol de données personnelles, vous pouvez encourir des sanctions allant jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires mondial globalisé. À titre indicatif, la même sanction dans le dispositif juridique antérieur était 150 000 € d'amende. Et si vous étiez récidiviste, très négligent, vous aviez été très odieux avec les commissaires à la protection des données de la CNIL, vous pouviez doubler cette amende. On était à 300 000 €, qui reste une somme, mais vous voyez bien que par rapport à 4% d'un chiffre d'affaires mondial globalisé, c'est assez limité. Et surtout que ça ouvre le droit à des victimes, à des opérations contentieuses concernant des dommages et intérêts. Donc évidemment, on peut amplifier le montant de l'ardoise. Donc au fait, l'Europe a pris l'initiative de mettre un prix, une valeur aux données qui sont, comme vous l'avez dit en introduction, un carburant, est-ce que c'est un or noir, je ne sais pas, mais en tout cas un véhicule des éléments. La seule chose, c'est que les États, c'est une particularité, ont des intérêts stratégiques. Et dans les intérêts stratégiques, la famille européenne a un handicap. Elle a un handicap, pourquoi? Parce que là où les États-Unis sont un marché de 350 millions d'habitants avec un système juridique et un système judiciaire, ce qui peut avoir son importance quand on conduit des opérations de lutte contre la criminalité, en fait l'Union européenne c'est une structure alors, qui a une partie homogène de son droit, mais qui a des langues différentes, qui a des juridictions différentes, il n'y a pas de FBI. Quand on parle d'Europol, faut pas, souvent c'est un raccourci journalistique de dire Europol, le FBI européen. Non, c'est un lieu de coordination, c'est un lieu d'échange, de partage, mais évidemment la police française, allemande, italienne, grecque, etc. conservent leur pleine autonomie. Et donc c'est vrai qu'on va se retrouver dans un domaine où les États européens sont au final concurrents entre eux. Ils sont concurrents d'un point de vue très économique, fiscal, social. Lorsque les emplois se créent, ça s'apprécie nationalement. Lorsque les impôts sont payés, ça s'apprécie nationalement. Et donc on a une famille européenne qui est, unie pour un certain nombre de concepts théoriques, mais qui se doit d'être en concurrence pour attirer les emplois, les entreprises. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un pays démocratique, un gouvernement est battu ou renouvelé, pas pour des questions de géostratégie, mais il est battu ou renouvelé pour des questions de performance économique, sociale et fiscale. Et donc, ça veut dire que l'outil de sécurité, que ce soit défensif ou offensif, il est beaucoup apprécié nationalement. Et la famille européenne mutualise quasiment pas sur l'expertise. Et on a vu que, effectivement, ça a été déjà mentionné, la famille européenne ne dispose pas non plus des acteurs économiques capables de jouer les supplétifs, les éventuels relais, compléments, comme on l'a vu dans le cas de multinationales américaines, qui assument, je me souviens d'un de mes livres d'avoir mis en exergue une phrase de Marissa Mayer, la présidente de Yahoo, présidente de l'époque, et qui était assez symptomatique, et dire « si je ne respecte pas la loi américaine, c'est de la trahison ». Et c'est vrai qu'on est passé avec des acteurs qui se sont dit, effectivement, alors on a des dirigeants un peu des murges à la Elon Musk, c'est-à-dire des gens qui estiment... Alors Jeff Bezos est un peu moins, même s'il incarne beaucoup son entreprise, est moins dans cet affichage, dans cette incarnation, mais effectivement qui peuvent avoir un projet politique. Avant,
projet d'une entreprise, c'était de gagner de l'argent, d'optimiser ses marges et de favoriser ses actionnaires. C'était globalement la doctrine qui animait un conseil d'administration. Là, on va avoir des entreprises qui vont... Alors, évidemment, les deux fondateurs de Google veulent effacer l'époque originelle où ils évoquaient leur mantra qui était « Don't be evil », ne faites pas, ne soyez pas le diable. Ça veut dire que vous voyez bien que la lecture de la mission d'une entreprise ne s'apprécie pas uniquement comptablement et fiscalement sur une profitabilité évaluable en bourse ou par des analystes financiers, mais qui va être une dimension idéologique, conceptuelle. Et d'ailleurs, on évoquait Elon Musk. Quand Elon Musk propose répond à la sollicitation d'un tweet d'un vice-ministre ukrainien concernant la constellation Starlink, et à un moment d'ailleurs, après quelques semaines, s'interroge, de dire mais après tout, ça coûte cher quand même ça, et ça me coûte à moi. Et donc vous voyez que cette interrogation, il est frappant que Elon Musk l'ait eu, mais qu'il l'ait eu publiquement, c'est-à-dire que ce qui aurait pu être en son fort intérieur un raisonnement personnel, il s'interroge, mais est-ce que ça coûte, est-ce que je maintiens? Et puis c'est un peu, pas manifestement, l'écho que ça a suscité, on lui a dit quand même, Elon, tu te rends pas compte, les gens ont dit, ah bon, un peu, on est un peu comme, voilà, peut-être très chargé en émotion, il a dit mais en fait non, c'est pas si cher que ça, puis ça en vaut la peine, et donc il a prolongé. Et ça c'est sans précédent, parce que ce qu'on a évoqué jusqu'à présent dans des compagnies, elles étaient toujours plus ou moins dépendantes de la commande publique pour établir leur puissance. Là on a des acteurs qui ont une totale autonomie commerciale dans leurs sources de financement, et au contraire c'est elles qui vont venir, alors déjà quand elles financent les campagnes électorales, puisque c'est pour un certain nombre d'entre elles c'est public, et puis surtout quand elles vont, on l'a vu, et quand, juste pour finir dans ce monde, effectivement pour finir, alors c'est pas, mais en tout cas voir que des possibles sont accessibles. Je prends l'exemple de la crise sanitaire en France. C'est vrai qu'il a été frappant de voir qu'un jeune homme, pas encore diplômé de Télécom Nancy, je dis ça c'est important parce que j'ai des souvenirs de réunions où les gens, les élites s'interrogeaient qui est ce jeune homme, a trouvé le moyen de faire une application qui a rendu service à un État, alors 5e, 6e, 7e puissance du monde, pour comprendre sa situation sanitaire. Alors qu'il y avait une batterie d'industriels, de centres de recherche, d'administration qui étaient réunis certainement pleines de bonne volonté autour de la table, et c'est quelqu'un tout seul qui a dit bah, moi je crois qu'il faudrait faire l'appli comme ci, comme ça, et puis quand s'est posé la question de la vaccination, de dire bah, moi je peux refaire l'appli avec les centres de vaccination, puis les stocks, et comme ça les gens pourront directement avoir la situation en temps réel. Et à la fin, vous avez le président de la République qui, dans ses prises de parole à la nation, utilise comme document d'illustration ce que ce pas encore diplômé de Télécom Nancy a fait tout seul dans son coin. Donc on a une possibilité d'avoir cette logique-là qui est formidable. Et c'est là où j'insiste, et ce sera mon mot de conclusion, sur... Moi, alors justement, on a parlé de souveraineté, d'autonomie. J'ai le plaisir d'avoir une petite chronique dans les Échos, et j'ai fait un papier sur plaider pour l'homo numericus. Et l'homo numericus, ce sera la femme, l'homme, qui, et c'est là tout un chacun, quel que soit son âge, son diplôme, son grade ou son état de fortune, qui aura nécessairement dans sa tête 3 composantes: une compréhension des modèles économiques du monde numérique, ne pas être un consommateur ignorant de comment se finance le service qu'on utilise. Deuxièmement, d'avoir, et il ne s'agit pas de transformer tout le monde en informaticien, mais d'avoir une compréhension de c'est quoi une trace numérique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on collecte telle ou telle donnée sur moi, est-ce que ça a une exploitation possible? Et 3, d'avoir une culture, une connaissance technologique, c'est-à-dire que effectivement de se dire Internet, oui, comment ça marche? On a évoqué les câbles, on a évoqué éventuellement les satellites, le Wi-Fi, c'est quoi? Le Bluetooth, c'est quoi? Est-ce que dès lors que je confie beaucoup de mon temps, de cerveau disponible, de mon énergie, éventuellement de mon argent à ces équipements, on ne doit pas, on ne peut pas faire l'économie de cet homo numericus, c'est-à-dire de quelqu'un qui sera plus renforcé, documenté dans sa capacité à comprendre, le droit, la technologie et le modèle économique. Pourquoi? Parce qu'on achète mal ce qu'on ne comprend pas. Et donc, effectivement, on aura ainsi des citoyens, consommateurs, électeurs, salariés, entrepreneurs, pourquoi pas, qui seront d'autant plus vertébrés sur ces sujets-là et seront de moins en moins des consommateurs passifs de technologies développées par d'autres. C'est un modèle d'éducation, et c'est là où nous, vieux pays d'un vieux continent, on a quand même une capacité à réagir et une capacité à transmettre, de faire des gens, voilà, ne soyons pas des consommateurs passifs, ce qui nous permettra certainement d'éclairer des choix, de renoncer à certains usages ou au contraire d'en solliciter et d'en exiger de nouveaux.
Merci à vous. Donc on voit entre vos deux présentations en fait l'ampleur du sujet qui va de la géopolitique finalement à l'utilisation de son smartphone par des adolescents. Et justement sur ce sujet-là, vous qui donnez des cours, est-ce que vous pensez que on donne suffisamment cette approche sur le numérique, cet homo numericus? Est-ce que l'éducation nationale s'est emparée de cette affaire? Alors, bon, après, effectivement, c'est toujours difficile les programmes, parce que ce que demandent, et d'ailleurs les parents que nous sommes, sont toujours exigeants quand dire est-ce qu'ils savent écrire, lire, compter, est-ce qu'ils savent. Voilà, donc ce qui est certain, c'est que c'est la société avec un grand S qui doit le faire. Alors que ce soit un peu les parents à l'encontre de leurs enfants, que ce soit peut-être par un tissu associatif, que ce soit par alors l'école évidemment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il va falloir, et dans ce cas-là, il faut être très clair qu'il faut, et c'est là où l'État a un rôle à jouer, le faire de manière agnostique. Agnostique, c'est-à-dire ne pas... Alors évidemment, on peut comprendre la facilité de dire qu'un éditeur, un fournisseur de solutions pourrait, dans une démarche humaniste et certainement désintéressée, proposer des solutions qui seraient immédiatement opérables, qui seraient passées à l'échelle d'une communauté éducative. Gratuite. Voilà, gratuite, bien sûr, en tout cas dans un premier temps. Et puis effectivement, le risque, c'est d'avoir un enfermement technologique. C'est-à-dire que one size fits all, comme disait, voilà, on va prendre, j'ai appris. Évidemment, si vous avez appris à travailler, à concevoir, à créer, à écouter, que ce soit dans le domaine musical, dans le domaine des arts, dans le domaine de la création littéraire ou tout domaine, effectivement, vous risquez d'être, et ce serait regrettable, mais limité. Il ne s'est pas enfermé, certainement pas, mais limité dans une perception du monde, dans un écosystème. Et la vertu du numérique, c'est au contraire de pouvoir potentiellement faire accéder des gens à des contenus, à des informations, quelle que soit leur localisation et quel que soit leur degré de fortune. Et donc c'est vrai que cette capacité à comprendre une technologie, à comprendre cette numérisation, sans l'enfermer préalablement sous une étiquette, sous une chapelle, voire sous une marque, parce que effectivement ce serait regrettable et surtout ce serait privé d'opportunités et de connaître un peu comme des œillères. En fait, c'est évidemment l'élément d'œillère. Et c'est là où l'État doit être dans une logique. On l'a vu notamment sur la numérisation des patrimoines culturels. La numérisation des patrimoines culturels doit être, on l'a avec une culture de la Bibliothèque nationale de France, évidemment en France, mais doit être quelque chose qui doit être affranchi de règles commerciales ou d'appréciation livrées à des marchands. Pourquoi ? Parce que la vraie force d'un patrimoine culturel, c'est précisément d'être transverse, d'être sur des logiques justement qu'on a connues, d'ailleurs même avec l'école des chartes, c'est-à-dire des gens qui ont une culture de la conservation des documents et de manière à ce qu'on puisse y accéder librement. Si vous confiez ça à quelqu'un qui a été le financeur dans le cadre d'une relation non maîtrisée, effectivement, il y a des risques d'avoir des éléments entiers de la culture collective qui soient alors tronqués, supprimés, pas forcément d'ailleurs de manière mal intentionnée, mais qui risqueraient d'être problématiques à l'avenir. Et donc plus l'État est autonome dans cette capacité-là, dans sa capacité à comprendre une technologie, à la maîtriser, plus il est à l'aise dans ses prises de décision. Alors, vous avez parlé, je reviens, quand vous avez parlé des opérateurs d'importance vitale. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même quand on se retrouve sur cette liste-là, est-ce qu'on on a accès à des aides supplémentaires? Est-ce qu'on est aidé? Du tout. Vous avez le droit, vous encourez potentiellement des sanctions si vous ne obéissez pas. Alors la seule marge de manœuvre, c'est que vous voyez qu'une entreprise, donc qui serait toute OIV, et peut discuter, négocier c'est beaucoup dire, discuter avec l'État, le fait de dire, mais en fait tout n'est pas critique chez moi. Et donc on va déterminer, on va détourer ce qu'on va appeler des SIIV, des systèmes d'information d'importance vitale. Je prends l'exemple, une entreprise qui dirait, oui, alors ma chaîne de production, elle l'est, donc vous m'obligez à surinvestir la protection de cette chaîne de production, mais peut-être que, par exemple, le système de paye de mes collaborateurs, peut-être pas. Alors évidemment, elle mise sur le fait que si l'entreprise était mise en état de fonctionner, le défaut de paiement des salaires n'inciterait pas les salariés à ne pas venir travailler. Mais elle va essayer de réduire son caractère. Alors,
Deux choses, la directive Nice que j'ai mentionnée, alors on ne parle pas d'OIV, on parle d'opérateur de services essentiels, mais bon, l'intitulé est moins dramatique, mélodramatique, mais on est dans le même esprit. Et deuxièmement, on a surtout aujourd'hui Nice 2, deuxième version de la directive Nice qui vient d'être adoptée. Et là, j'évoquais sur la loi de programmation militaire française quelques centaines d'entreprises. Là, on passe, l'unité de compte devient la dizaine de milliers. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'une entreprise, c'est un corps social numérisé, donc il a besoin du numérique pour fonctionner, ce que je disais en introduction, mais il est surtout interconnecté. Interconnecté, ça veut dire qu'un grand groupe peut être interconnecté avec une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, avec des PME. Et donc, elle est toujours les risques de contamination. On évoquait, lorsque de grandes attaques de 2017, on a vu des entreprises être infectées, pas parce qu'elles étaient la cible initiale, mais parce que c'est le sous-traitant du sous-traitant. Et par l'interconnexion numérique, effectivement, une entreprise située sur un territoire assez exotique peut contaminer un état-major de sociétés qui se trouvent à des dizaines de milliers de kilomètres de là. Et donc, la règle, ce qui a fonctionné depuis 2018, de dire on va hausser le niveau de sécurité de ces opérateurs d'importance vitale, on va l'étendre. Et donc aujourd'hui, il y a, dès lors que Nice 2 va rentrer en vigueur, un nombre croissant de dirigeants qui vont recevoir un message en disant bonjour, félicitations, vous êtes désormais opérateur de services essentiels. C'est un des moyens préventifs. On s'est beaucoup interrogé sur le peu d'impact des cyberattaques hors Ukraine dans le cas du conflit ukrainien, notamment dans les pays qui ont manifester leur soutien à l'Ukraine. On peut faire crédit au fait que ces travaux, ces investissements préalables ont contribué à hausser le niveau de protection et donc réduire l'exposition au risque. Les attaques n'ont pas forcément toutes été performantes, toutes étaient d'une haute intensité, mais aussi le fait qu'on ait mis les sacs de sable, qu'on ait prévu des dispositifs de sauvegarde, qu'on a complexifié l'accès aux données, a contribué à réduire cette exposition au risque. Simplement, évidemment, vous voyez que c'est un plaidoyer, mais c'est toujours difficile parce que c'est un raisonnement qu'on qualifie de a contrario. C'est-à-dire que je peux vous dire, il y a eu moins de choses qu'il n'y aurait pu avoir. Et vous dites, oui, mais j'ai du mal à le concevoir. Donc, dès lors qu'il ne faut pas souhaiter des situations dramatiques pour se dire, si j'avais été mieux protégé. Donc, c'est, en tout cas, de par les études qu'on a, on travaille dans vraiment des très grands groupes à l'échelle mondiale, on peut considérer que des attaques ont été arrêtées ou les effets ont été neutralisés parce qu'il y avait ces mesures de protection qui ont des capacités vertueuses. Et avec qui ça se négocie? C'est Bercy, c'est l'intérieur? Alors c'est l'Agence nationale de sécurité. Alors en France, en fait, tous les pays se sont dotés d'une agence nationale. En France, elle s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Elle est placée sous l'autorité du SGDSN, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, qui a elle-même, ou lui-même actuellement, le Premier ministre. Donc c'est sous l'autorité du Premier ministre. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien que le SGDSN, dans sa mission, c'est l'instance qui va lutter contre la crue centenale à Paris, en tout cas qui va préparer contre la crue centenale. S'il y avait des attaques bactériologiques et chimiques, s'il y avait des grands... un des métiers du SGDSN, c'est de travailler au plan de crise et de trouver, donc déjà de les anticiper, de les concevoir, de s'y préparer, de faire des entraînements. Et donc on a considéré que le cyber était déjà transverse, il n'était ni civil ni militaire, il était bien transverse, il impliquait des administrations multiples, il visait le secteur économique, également la population, et donc la localisation. L'Allemagne a une structure qui s'appelle le BSI, le Bundessicherheitsinformationsdienst, qui a une structure. Les Britanniques, eux, ont le GCHQ, c'est-à-dire que c'est une agence qui fait à la fois du renseignement, donc c'est un peu particulier, mais les États-Unis ont le CISA, enfin chacun a créé un homologue et avec une interaction, et sachant qu'à l'échelle européenne, vous avez une agence. Alors là encore, et c'est ce que j'évoquais sur la particularité européenne, c'est qu'elle a créé une agence qui est basée à Héraklion, en Crète, alors avec une annexe à Athènes, mais vous voyez qu'elle n'est pas au cœur des instances européennes, et avec un budget qui est inférieur à celui de l'Arcom, ou qui est comparable à celui de Hadopi en France. Donc vous voyez bien que la famille européenne n'a pas fait en sorte de dire oui, on va tout remonter à l'échelon européen pour assurer une coordination, et que ça s'apprécie nationalement, surtout dans un environnement où les compétences, les femmes, les hommes à la tête bien faite dans ce domaine-là, sont en quantité insuffisante, et donc chaque État essaye de conserver la mainmise tant offensive que défensive dans cet univers numérisé.
Merci à vous. Alors, on va continuer sur ces enjeux en se rapprochant un peu du terrain avec vous, Aurélie Lutrin. Donc, en préparant cette conférence, je disais que 91% des entreprises françaises ont subi une cyberattaque au cours de l'année, dont 65% à plusieurs reprises. Donc, vous nous direz si ces chiffres vous semblent refléter la réalité à laquelle vous êtes-vous confrontés, alors qu'il y a, vous disiez ça dans une tribune, plus d'objets connectés sur Terre que d'humains. Vous considérez que la souveraineté numérique est vitale pour les territoires, c'est une question de survie. Donc vous avez aussi la parole pour une quinzaine de minutes. Oui, merci. Donc effectivement, alors concernant les chiffres, je peux même répondre dès à présent. Je dirais que même, je pense à mon avis, qui sont même dans la réalité terrain supérieure, parce qu'il y a ce phénomène que l'on observe et que j'ai pu observer sur le terrain, c'est qu'on a tendance à cacher les cyberattaques. On en a honte, alors que je crois qu'il faut décomplexer tout le monde sur le sujet. La question n'est pas de savoir est-ce que je vais être attaqué, c'est quand est-ce que je vais être attaqué, si je vais être capable de déployer une politique de continuité d'activité et finalement une politique de résilience. Et pour la petite histoire, c'est vrai que dans le cadre d'une mission, j'ai pu rencontrer, alerter un DGS qu'une partie des données de la collectivité avait fuité sur le dark web. Et son réflexe psychomorphologique a été de dire « Oui, quand je regarde votre compte-rendu, bon, c'est pas grave, ça concerne très peu de personnes. » Oui, enfin, il s'agissait quand même des cartes d'identité, des numéros de sécurité sociale et des données de santé. Donc, effectivement, ça ne concernait pas beaucoup de personnes, mais le simple fait, finalement, que cela fuite, quand on sait ce qu'on peut faire d'un simple numéro de sécurité sociale ou d'une carte d'identité, bon, donc dédramatiser ne sert à rien. Je veux dire, la politique de l'autruche, ça ne servira pas à régler la situation plus vite. Donc, je dirais que l'avantage de cette révolution industrielle, c'est que ça va nous conduire à changer notre mode de fonctionnement. Et avant de rentrer dans le contexte et puis les enjeux géostratégiques du numérique, je voudrais quand même qu'on revienne sur la définition du numérique. Parce que le numérique, je dirais à une définition, je dirais plus traditionnelle, c'est la représentation d'informations ou de grandeur physique au moyen de caractères tels que des chiffres, mais nous, on l'entend dans le sens beaucoup plus large. C'est-à-dire que c'est toutes les applications qui utilisent un langage binaire, qui classent, trient et diffusent des données, et que ce terme englobe à la fois les interfaces, les supports, donc à savoir les tablettes, les objets, les smartphones, les objets connectés, mais aussi les réseaux qui transportent toutes ces données, les infrastructures. Donc le numérique, ça englobe à chaque fois, enfin, un tout qui est composé d'outils, de contenus et d'usages. Et lorsque on parle d'enjeux géostratégiques du numérique, il faut appréhender toute la ligne de production du numérique, à savoir, ça va des matières premières, donc le lithium, le cadmium, le sélénium, tous les métaux lourds, jusqu'à la production des supports et jusqu'à la captation des données, leur exploitation, leur sécurisation et bien sûr les infrastructures. Et finalement, pourquoi est-il si important de définir ce que recouvre le numérique? L'enjeu, c'est simplement la domination de toute la chaîne. Et pourquoi dominer toute la chaîne? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la quête à celui ou celle qui sera le maître du monde. On est dans une guerre mondiale des données, et ça, il faut vraiment l'intégrer, tout comme il faut intégrer que nous sommes dans une 4e révolution industrielle, qui est liée à l'exploitation des données, au développement de l'intelligence artificielle. Et donc, qui dit nouvelle ère, dit nouveau mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, pour gérer une entreprise, pour gérer un territoire, un État, eh bien, il va falloir avoir de nouveaux codes, de nouveaux réflexes, de nouvelles connaissances. On l'a dit encore récemment. Et j'ai envie de citer 2 personnes qui ont alerté depuis quelques années déjà. C'est Klaus Schwab, le fondateur du World Economic Forum, et Thomas Siebel, qui a écrit un ouvrage sur la transformation numérique. Avec, finalement, comme sous-titre, ce sous-titre, je l'adore parce que ça résume exactement notre siècle, hein. C'est la transformation numérique, s'adapter ou disparaître. Voilà, ça pose un peu le contexte. Et donc, ces 2 citations sont les suivantes. Il faut rendre l'humanité attentive aux grands bouleversements de la 4e révolution industrielle, que la 4e révolution industrielle va provoquer. La 4e révolution industrielle bouleverse notre société dans ses fondements.
avec cette révolution industrielle, le pouvoir réside désormais dans la détention de la donnée et non plus dans la détention du capital, comme vous l'avez dit en introduction. Et donc effectivement, les premiers à l'avoir compris, ce sont les États-Unis et la Chine. Et dans leur sillage, j'ai envie de dire leur chevaux de Troie, donc les fameux GAFAM ou Gamma, depuis que Facebook est passé Meta. Et de l'autre côté, pour la Chine, les BHATX, Baidu, Huawei, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et là, on voit bien qu'on a des mastodontes géopolitiques. Alors, on a les puissances étatiques, les chevaux de Troie, les entreprises, les chevaux de Troie économiques, mais aussi on a tout l'arsenal juridique. C'est-à-dire que chaque pays a finalement, chaque puissance, États-Unis, Chine, a déroulé tout un arsenal législatif qui a pour la première fois vocation à s'appliquer sur des terres étrangères. Hein. On a des collectivités territoriales aujourd'hui qui peuvent se voir appliquer une loi américaine et une loi chinoise. C'est quand même assez étrange par les temps qui courent, mais effectivement, ça devient la règle. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience que désormais, le pouvoir réside dans la maîtrise des jumeaux numériques en fait, du monde physique. Si vous maîtrisez les données des hôpitaux, si vous maîtrisez les données des entreprises, des citoyens, des administrations, des services publics, eh bien, vous maîtrisez l'adversaire géopolitique. Il n'y a même pas besoin d'annexion. À un moment donné, c'est même plus économique, hein, et l'effet produit sera tout aussi catastrophique. Il faut toujours avoir, je dirais, en lame de fond, cette citation de Vladimir Poutine, qui, en 2017, devant un parterre d'étudiants médusés, affirmait que celui qui sera le leader dans le domaine de l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Voilà. Donc c'est ça la course aujourd'hui, ce sont ça les enjeux, la lame de fond, et ça permet un peu mieux de comprendre les stratégies parfois d'entreprises et la stratégie de certains États à travers des traités qui peuvent être signés, des alliances qui peuvent se faire. Et donc aujourd'hui, quand on voit finalement cette lame de fond, et puis alors avec en parallèle, parce que pour les entreprises américaines, il y a aussi cette lame de fond qu'on appelle le transhumanisme. Parce qu'effectivement, certaines entreprises de la Silicon Valley ont aussi un projet politique. C'est-à-dire que d'où parfois la volonté de certains États, comme le Danemark, de les considérer presque comme des États, hein, en nommant des ambassadeurs. Mais ils ont la puissance de feu, ça c'est sûr. Et en plus, ils ont une vision politique. Et donc, quand on connaît tout ça, quand on sait qu'il y a derrière une philosophie politique, qu'il y a derrière finalement une volonté de domination économique et sociale, eh bien l'enjeu, on voit bien l'enjeu pour la France, c'est très clairement de ne pas tomber dans l'aliénation. Et quand c'est vrai que je vois aujourd'hui la France, j'ai plus l'impression qu'on est un peu le cerf de certaines puissances. Où donc, on a la Chine, hein, les États-Unis qui veulent établir des seigneuries avec tout leur lot de serfs qui va leur permettre d'avoir un maximum de données pour être finalement les champions de l'IA. Et aujourd'hui, quand je vois la situation de la France, il y a une citation qui me vient à l'esprit, c'est celle de Milan Kundera. L'aliénation consiste à être l'allié de nos propres fossoyeurs. Et c'est un peu ça. Et alors, je suis volontairement un peu provocante et provocatrice, mais je veux vraiment créer un électrochoc parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment la performance économique, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on ne pourra pas construire de stratégie de croissance économique durable si on n'a pas cette fameuse souveraineté numérique. Alors, je m'explique. Ce n'est pas forcément d'acheter 100% français. Hein. Souveraineté numérique, c'est finalement le fait pour un État ou une entreprise de ne dépendre juridiquement, économiquement et technologiquement d'aucun autre État ou d'aucune autre entreprise, que ce soit pour la captation des données, leur stockage, leur exploitation ou leur sécurisation. Donc voilà, il n'y a pas de critère de nationalité, mais c'est que voilà, il y a certaines cases à cocher. Donc ça peut relever de l'autonomie stratégique si on veut. Mais aujourd'hui, c'est même pas la peine de prendre plan de relance si on n'a pas ce présupposé. De toute façon, il n'y aura pas de croissance économique. Parce qu'on le voit bien, il faut vraiment marteler qu'une entreprise française qui transfère toutes ses données vers des puissances étrangères, eh bien, donne le pouvoir aux dites puissances.
Et finalement, celui qui va diriger l'entreprise, c'est celui qui va stocker les données et qui va pouvoir les exploiter. Donc, arrêtons l'hémorragie, c'est un peu un souhait. Je dirais que l'autre enjeu va être aussi démocratique et sociétal, très clairement. Nous sommes aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on est en train d'écrire l'histoire pour finalement, les fondements d'une société, pour les générations futures. Alors on a raté le coche avec l'écologie, et là j'ai envie de dire, ne ratons pas le coche avec la technologie. Il n'appartient pas à des entreprises privées que sont, alors je cite là, plutôt les GAMA, enfin les GAFAM, parce que c'est eux qui ont en plus cette politique, je dirais, transhumaniste. Il ne leur appartient pas de construire à notre place notre projet social. Ça, c'est une prérogative régalienne. Jamais une entreprise n'aura pour objet de défendre l'intérêt général. C'est normal, ce n'est pas le but. Le but d'une entreprise, c'est de faire, c'est finalement d'avoir le maximum, un EBITDA confortable pour pouvoir finalement croître, prospérer. Mais l'intérêt général n'est pas un objet social d'une société. Ça, c'est le propre finalement d'un État et finalement des services publics. Rappelons aussi que le sujet va être aussi éminemment éthique. C'est aujourd'hui quel garde-fou, avant de se lancer de but en blanc dans une technologie qu'on trouve géniale, c'est extraordinaire, quel garde-fou on va pouvoir fixer, quelles limites on va on va refuser de dépasser. Le développement de l'intelligence artificielle, c'est maintenant qu'il va falloir poser les jalons, avant que ça devienne catastrophique. Et on a des exemples très concrets, on voit déjà les désastres. Washington, la ville de Washington, qui voulait être une smart city, a acquis 49 algorithmes pour gérer tout un tas de secteurs. Une ONG a voulu plonger dans ces algorithmes et voir comment ils fonctionnaient. Mais finalement, personne ne les contrôlait, parce qu'il y a une délégation complète du cerveau, de la volonté humaine, du cerveau humain, à une technologie. Personne ne les contrôlait et on s'est aperçu que ces algorithmes créaient des discriminations contre la population noire américaine. Donc on a des algorithmes racistes. Les Pays-Bas, récemment, il y a eu un scandale sur une intelligence artificielle qui devait finalement faciliter le travail de l'administration qui gérait les aides sociales. Et on s'est aperçu, en contrôlant, que pendant plusieurs années, cette IA avait refusé des aides, ou même demandé de remboursement d'aides, donc considérée comme fraudeur des familles. Non, ce n'était pas le cas, elle n'était absolument pas fraudeuse, mais elles ont dû rembourser jusqu'à parfois 20 000 € d'aide sociale pour des familles qui sont déjà fragilisées. Ça peut être très problématique. Et là aussi, avec finalement des relents racistes. Et donc voilà. Aujourd'hui, l'enjeu du numérique, ça va être de dire, mais de comprendre comment ça fonctionne et de ne pas penser que le numérique, c'est un démiurge, que c'est finalement celui qui va régler tous les problèmes et ne pas sombrer dans le technocentrisme, parce que je rappelle quand même qu'une technologie, à la base, elle est faite par des êtres humains. Donc si vous déléguez votre capacité de penser, si vous déléguez finalement ce qui caractérise l'être humain, c'est ça, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est le raisonnement. Eh bien, vous le déléguez non pas en faveur d'une technologie, vous le déléguez en faveur d'autres humains qui, eux, vont se charger de régler peut-être vos problèmes, mais en leur faveur, pas forcément en votre faveur. Et donc je dirais que derrière, il va falloir arrêter cette course à la perfection en considérant que tout ce que fait l'humain est mal, est imparfait, et qu'il va falloir régler tout cela. C'est très dangereux, cette course à la perfection. Et là encore, je dirais qu'il va falloir sauvegarder notre capacité à penser, qui est quand même le fondement de notre liberté. Et donc, la solution, quand on dit, très bien, l'enjeu c'est démocratique, l'enjeu est économique, mais que fait-on ? Parce que souvent on me dit, c'est compliqué, globalement on s'en sort, il n'y a pas d'urgence à agir, nous n'avons pas le choix, ou c'est trop risqué. Ça, c'est autant de paroles qui agissent sur moi comme la goutte d'eau après minuit sur un gremlin. C'est parce qu'aujourd'hui, à un moment donné, on ne peut plus se permettre de dire que c'est compliqué. Les enjeux sont tellement importants, que ce soit en termes de liberté, que ce soit en termes de puissance économique, de performance économique. En France, on a tout pour réussir. Et je ne dis pas qu'on réussira seul.
Mais on a tous les cerveaux, on a tout le vivier et l'écosystème pour être résilient face aux enjeux à venir. Et si je devais préconiser une solution, je dirais, appliquons exactement la même méthode que les États-Unis. Aujourd'hui, je dirais que pour être résilient, pour avoir une croissance pérenne, il va falloir dérouler 5 actions, et ce sont exactement les 5 actions que les États-Unis ont pratiquées et sont devenues, grâce auxquelles les États-Unis sont devenus une grande puissance du numérique. 1, c'est une politique autoritaire en faveur de l'intelligence collective. Je m'explique. Aux États-Unis, on met en ordre de marche les entreprises, les banques, les investisseurs, les universités, les centres de recherche. Avec l'objectif, alors eux, la souveraineté numérique, c'est plutôt la sécurité nationale. Pour eux, il n'y a pas le choix. Tout le monde travaille en ordre de marche. Il n'y aura pas un investisseur qui va investir dans des technologies qui iraient contre l'intérêt économique des États-Unis. Enfin, s'ils tentent. Après, derrière, il y a la politique pénale, qui est aussi redoutable. Donc ça, ce sera mon 3e sujet. Mais aujourd'hui, les États-Unis ont construit tout un système, une machine de guerre, pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, en France, on n'est pas encore là, on s'enorgueillit encore d'avoir des licornes où on a au capital social soit des investisseurs chinois, soit des investisseurs américains. Alors qu'à partir du moment où on a des investisseurs chinois et américains, on peut dire que dans les 3-4 ans, il va y avoir un rachat et la pépite, elle sera plus française. Et une pépite qui n'est plus française, elle ne nous rapporte pas. Elle rapporte à la puissance qui l'a rachetée. Donc, là aussi, aux États-Unis, ce genre d'action, pour toutes les startups, les entreprises prometteuses, il y a un soutien. Les PME américaines deviennent des ETI. En France, il y a encore eu une étude récente de l'INSEE, que j'invite à lire, où on fait le constat suivant, les PME françaises, très peu atteignent le stade d'ETI. Elles sont rachetées avant. Là aussi, ça pose un problème de croissance économique, de performance économique. Il n'y a pas d'accompagnement et on ne devrait même pas être fier qu'une entreprise se fasse racheter par une puissance étrangère. Ça devrait être vécu comme un deuil. Donc, aux États-Unis, il y a aussi une acception très large de la notion, alors c'est pas le terme est inadéquat, mais c'est l'équivalent, une acception large de nos opérateurs d'importance vitale, là aussi, parce qu'ils savent très bien qu'ils l'ont étendu pour prendre en compte les enjeux liés au numérique. Donc, cette première-là, cette politique autoritaire en faveur de l'intelligence collective est très importante. Ensuite, il y a une commande publique innovante et forte, avec une culture de la sécurité nationale. Ça aussi, il faut aussi prendre conscience que Amazon, Microsoft se sont déployés et ont la puissance de feu qu'ils ont aujourd'hui, mais grâce à la commande publique américaine. Au départ, quand ils étaient des startups, ils ont quand même, c'est la commande publique qui les a fait vivre. Et la commande publique, donc ça veut dire que l'État américain leur a fait confiance, alors même qu'ils n'avaient pas de référence. Parce qu'aujourd'hui, la commande publique en France, alors ça change, mais il y a quand même un peu trop de, oui, donc, ok, vous êtes une start-up, mais vous avez travaillé avec qui déjà? Oui, mais si je suis une start-up, je commence, forcément. C'est un peu le syndrome du jeune diplômé, où on demande aux jeunes diplômés d'avoir 10 ans d'expérience. C'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, eh bien, il faut intensifier ce soutien à l'innovation. Et là encore, il y a beaucoup de start-upers qui ne veulent pas, très clairement, travailler avec le secteur public, et même des investisseurs qui refusent d'investir dans des start-up dont l'essentiel du marché est avec le secteur public, parce qu'ils considèrent que le cycle de vente est beaucoup trop long, que le nerf de la guerre, c'est la trésorerie, et que donc ce sera presque investir à perte, ce ne sera pas très rentable, et donc il n'y a pas forcément de soutien pour ces startups qui veulent travailler avec le service public. Donc, là aussi, je dirais que en élargissant la liste des opérateurs d'importance vitale, en limitant les investissements toxiques qui auront pour but de contrôler, je dirais, toutes les
de contrôler finalement des pépites françaises dans des secteurs sensibles. Le fait de fixer des objectifs précis et tout de suite exécutables en termes de recherche et de développement, de soutenir l'innovation à impact, là aussi. Soutenir l'innovation à impact, c'est très important, c'est-à-dire que on ne peut plus aujourd'hui soutenir, donner des subventions à des sociétés qui peuvent hypothétiquement nuire aux intérêts de la France. Donc il va falloir revoir le cahier des charges aussi des subventions et de l'accord de ces subventions. Très clairement, je dirais que s'ensuit ensuite une politique pénale, et là c'est le troisième élément, une politique pénale forte. Les États-Unis ont des lois, alors tout comme nous, mais ils les appliquent pour dissuader les plus téméraires qui voudraient rouler contre la nation. Il y a vraiment cette volonté de mettre au pas tout le monde. Nous, on a l'arsenal juridique, il existe. Le code pénal donc a tout un panel sur la protection des intérêts fondamentaux de la nation, avec des condamnations qui peuvent être très lourdes. Mais pour qu'une politique pénale fonctionne, il faut une acculturation générale, et une remise à niveau, je dirais, générale. Que ce soit effectivement, au niveau des professionnels, donc police, magistrats, mais aussi je dirais, des chefs d'entreprise, des syndicats professionnels, des élus. Les élus doivent être formés à tout l'écosystème des données et aux relations internationales et à tout ce que cela génère. Ça doit être aussi, finalement, donc une formation aussi initiale avec une refonte des programmes scolaires, très clairement, comme l'Estonie a pu le faire. Et pour faire de ces citoyens des citoyens je dirais, éclairés et libres, parce que là encore, l'enjeu, c'est la liberté. Et enfin, je dirais, les deux autres piliers, une politique internationale pour maîtriser la chaîne de production du numérique. Oui, parce que là aussi, si on veut être autonome, il va falloir créer des alliances. Mais quand je parle d'alliance, c'est la vraie alliance, ce n'est pas l'aliénation. Donc, pour avoir là aussi toute la maîtrise de la chaîne. Et bien enfin, ce fameux soft power des Américains, très efficace, mais qu'on va devoir aussi peut-être un peu plus déployer. Donc ce pouvoir doux, qui n'a de doux que le don, mais qui a pour but finalement de manière détournée de convaincre, de servir les intérêts d'une nation. Et ça passe par, finalement, chez les Américains, par les think tanks, les universités, les partenariats gratuits. Combien de fois je vois des collectivités qui cèdent aux sirènes du gratuit. Je rappelle, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, où on propose des logiciels, des formations. On veut former les enfants. Très clairement, il y a des accords de Google avec Rennes, où donc on mène des ateliers gratuits pour les enfants. Très clairement, ça fait partie d'une stratégie aussi d'État, parce qu'à partir du moment où un enfant est biberonné à un produit, ça fera un consommateur adulte très passif, qui ne va pas remettre en question ce qu'on lui a appris. Donc là aussi, il va falloir finalement déployer toute une série, je dirais, de stratégies qui permettront là aussi à la France d'être une grande nation du numérique. Merci à vous. Donc, on va bientôt ouvrir la discussion. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions sur le chat de WebEx de votre écran. Juste avant qu'on en rediscute généralement, donc on entend votre plaidoyer très fort et les propositions que vous avez à faire pour les solutions. Mais là, dans l'immédiat, quand vous avez des entreprises ou des collectivités locales qui font appel à vous en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour ma souveraineté numérique ?» Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples où finalement, il n'y a pas vraiment de solution ? Alors si, il y a des solutions. Alors après, chaque territoire est différent, mais il y a des solutions, alors déjà des techniques contractuelles, parce que quoi qu'on en dise, dans certains cas, il est possible de négocier des contrats et de faire des cahiers des charges qui, en ça, la commande publique est très belle, puisque finalement, c'est quand même la collectivité qui a la main sur la rédaction des cahiers des charges. Et donc, dans le cahier des charges, il y a une possibilité de limiter la fuite, je dirais, de données, de faire en sorte que qu'il y ait une maîtrise plus grande des technologies qui vont être utilisées. Donc là, il y a toute une stratégie juridique à déployer, premièrement. Ensuite, dans le choix des entreprises,
parfois, ça demande effectivement de travailler avec des pools d'entreprises. On est aussi biberonné au « vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, ne vous occupez de plus rien, signez là », avec un seul interlocuteur. Ça, c'est la force, et c'est la force des big tech, où il y a une certaine tranquillité d'esprit. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre cette tranquillité d'esprit. Il va falloir, pour chaque fonctionnalité, voir comment faire. Et ensuite, peut-être créer des pools. Moi, je crois beaucoup à la synergie des forces, et ainsi, finalement, pouvoir traiter l'intégralité des besoins à travers un panel, un écosystème sécurisé. Le but, c'est de pas dire non, mais travaillez surtout pas avec des entreprises américaines ou des entreprises chinoises. C'est simplement de dire d'étudier quel type de données je suis amené à traiter, quel type de données je veux exploiter, et en fonction des risques, de la sensibilité de la donnée, de la sensibilité d'une activité, eh bien de choisir telle ou telle entreprise ou de modifier le contrat de manière à ce que, eh bien, à un moment donné, des lois extraterritoriales ne s'appliquent pas. Mais concrètement, il y a moyen de trouver des alternatives. Donc, après, c'est vrai que ça demande plus d'énergie, je le reconnais. Pour rebondir directement là-dessus, Nicolas Arpagian, vous, qu'est-ce que vous en pensez des solutions qu'a évoquées Aurélie Lutrin, qui se place à un niveau très géopolitique, justement, mais est-ce qu'il y a un chemin par là, la voie américaine? Alors, en fait, l'idée, c'est le continuum de ce que j'évoquais en disant il faut des utilisateurs éduqués pour comprendre les enjeux. La seule chose, c'est que le seul écueil que moi je vois à cette approche, c'est par rapport à des dirigeants d'entreprises, de PME, de TI et même d'ailleurs de collectivités de taille moyenne ou petite, c'est que cette approche géopolitique leur semble très distante. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait entendre, et ils suivent l'actualité, qu'il y a des affrontements géopolitiques, qu'il y a des intérêts de puissance. Simplement, ils vous disent oui, d'accord, mais voilà, moi j'ai ma PME. Alors, soit en quelque sorte, soit si un service de renseignement me visait, je n'y pourrais rien, et donc je n'ai qu'à essayer comme l'osier de plier en espérant qu'une fois la bourrasque passée, je pourrais me redresser. Ou deuxième option, écoutez, vu mon activité, ma localisation et la taille de mon entité, a priori, je ne suis pas sur les écrans radars. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est un des sujets qui va être important, c'est que si on l'approche de manière trop géopolitique, vous avez quand même un certain nombre de dirigeants qui vous disent « je le conçois, mais ça ne me concerne pas ». Et c'est pour ça que moi je plaide davantage pour une explication très opérationnelle sur la question, et je reviens à mes thématiques, sur la question de la disponibilité. On l'a vécu dans un certain nombre de domaines. Prendre un exemple, domaine de la cartographie, pour avoir des cartes pour vous situer, pour vous déplacer dans vos loisirs ou votre vie professionnelle. Et d'ailleurs, on a proposé à des administrations, à des collectivités, à des entreprises de dire tiens, sur votre site internet, ce serait sympa si vous mettiez une carte pour que les gens qui veulent vous rendre visite sachent vous trouver. Il s'avère qu'il y avait des gens dont le métier était de faire des cartes. Simplement, vous avez un acteur du domaine qui a décidé d'offrir gratuitement ces cartes. Et c'est toujours compliqué quand vous facturez un service et qu'à côté, et en plus un service alternatif gratuit est proposé, surtout quand il est de très très bonne facture, parce qu'il serait médiocre, la question ne se poserait pas, mais il est très bon. Ce qui fait que ça a plus ou moins tué le modèle et le secteur économique de la cartographie. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Vous avez cet acteur gratuit qui vient voir tous les gens qui ont utilisé le système en question, et qui maintenant disent ah ça y est, alors voilà, maintenant j'ai un système de facturation, et évidemment ce qui était gratuit devient payant, et le payant a vocation à d'ailleurs avoir une grille tarifaire, à évoluer avec le temps plutôt à la hausse, semble-t-il. Et donc ça, un dirigeant d'entreprise le comprend. À dire ah ouais, d'accord, en fait c'est, alors je ferai pas l'analogie du dealer avec ses toxicomanes parce que ce serait trop agressif et malvenu, mais le dealer qui offre la première tournée de son stupéfiant favori de manière à se créer une clientèle. Et ça, un dirigeant d'entreprise peut le concevoir, et de voir que l'économie à très court terme peut lui être coûteuse, sinon fatale, en tout cas peut lui poser problème. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut le transposer dans un univers le plus intimement lié à sa réalité opérationnelle. De dire voilà, vous travaillez, et c'est d'autant plus facile d'ailleurs, je pense, avec des dirigeants d'entreprise qui sont les fondateurs et partie essentiellement actionnaires de leur entreprise. Parce qu'eux se placent quand même dans un temps assez long.
l'argument est moins porteur avec des managers, vous savez, le trimestre et l'horizon de gestion. Et donc, évidemment, un dispositif gratuit, quand vous êtes pour un mandat ou une fonction pour 2-3 ans, bah, en fait, on ressentira peut-être pas tout de suite les effets de ces choix technologiques qui auront été vus à court terme comme étant une super optimisation puisque vous aurez réduit les dépenses. En fait, cet appel à l'expertise, à la connaissance, elle est surtout pour dire ne vous mettez pas dans la main des acheteurs. Un acheteur, c'est une très honorable fonction, un acheteur, mais c'est quelqu'un qui, globalement, lorsqu'un fournisseur arrive et dit bah, « moi j'ai un produit qui vaut 100 », l'acheteur a comme démarche primaire de dire ah bah moi je vais le payer 95 et de faire pression pour faire en sorte que ce qui vaut 100 soit payé 95. Alors vous allez me dire le fabricant à un moment comprend la démarche et va proposer un truc à 105 pour que le prix obtenu soit 100. Mais ce jeu de dupes va pas durer très longtemps et pas forcément justement très durable. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous donnez à quelqu'un uniquement la pression par les achats, par les prix, et ça c'est vrai dans tous les domaines de la vie économique. Je veux dire, un responsable de restauration collective dans un établissement scolaire est capable de vous dire faire de la nourriture pour les élèves de très bonne qualité, c'est très facile. Il n'y a aucun problème, c'est juste une question de prix. Et que dès lors que la collectivité va faire un appel d'offres en disant je prendrai le moins 10 ans, bah, qu'est-ce qu'il met? L'industriel, il met des produits avec plus de gras et de sel et d'eau plutôt que de mettre de la viande, bah, de manière à répondre au cahier des charges de l'appel d'offres. Et donc c'est vrai que la rédaction des appels d'offres, la manière dont on achète, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on achète mal ce qu'on comprend mal ou ce qu'on ne comprend pas, bah, effectivement c'est de dire, voilà, si vous laissez les clés aux seuls acheteurs, surtout que il faut garder, c'est le dernier point, le numérique est une structure vivante. Quand je dis vivante, c'est-à-dire qu'avant, si vous achetez des parpaings, a priori, les parpaings, s'ils sont stockés dans des conditions ad hoc, le parpaing ne bougera pas. Il conservera ses qualités ou ses défauts de parpaing. Le numérique, c'est une structure vivante, c'est-à-dire que d'ailleurs on le voit, et a fortiori par exemple sur les antennes 5G, avec tout le débat qu'ont eu des pays en disant est-ce que je peux faire confiance à tel ou tel fournisseur d'antennes 5G. En fait, l'analyse initiale d'un équipement 5G a au final peu de sens. Pourquoi? Parce que on va vous soumettre à un examen, un équipement, très bien, tout le monde, les grands esprits, les cerveaux vont se réunir autour de cet examen, pour examiner cet outil, cette antenne 5G, et puis peut-être diront oui, on peut lui faire confiance ou ne pas lui faire confiance. Mais en fait, cette antenne 5G, une fois, déjà, il faut être certain que le modèle qu'on vous a présenté sera celui qu'on déploiera, mais c'est surtout qu'une fois qu'elle va être installée, elle va être constamment alimentée par des données. Et au final, après quelques jours, semaines, mois, l'antenne 5G, structurellement, j'allais dire numériquement, n'aura plus grand-chose à voir dans son essence, dans ses fonctionnalités, avec celle qui aura été installée initialement. Et donc, les appréciations que vous auriez quant à la confiance seront à relativiser. Pourquoi? Parce que si vous aviez un opérateur, quelqu'un qui souhaitait avoir une opération offensive, il a fort à parier que dans la structure initiale, celle-ci serait vierge de tout élément problématique, de manière à ce que vous acceptiez de la déployer. Et donc, ça veut dire que si on ne peut pas faire l'économie de l'expertise, parce qu'un sujet numérique s'apprécie sur la durée. Est-ce que cet outil a des fonctionnalités que je n'avais pas prévues initialement? Est-ce qu'il développe, à l'occasion des mises à jour, des actions qui ne sont pas souhaitables et éventuellement qui ne me sont pas favorables? Et ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où vous avez chez vous l'expertise. Si vous n'avez, on l'a vu dans la cloudification, c'est-à-dire le basculement dans l'information nuagique, le fait qu'on a dit non mais c'est compliqué d'avoir ses propres infrastructures, je passe tout chez un prestataire extérieur. Donc à ce moment-là, bah, effectivement, ça devient un prix d'achat qui devient l'arbitre des prestations. Et si vous n'êtes plus en mesure de se dire mais est-ce que je peux valider, tiens, ce qui se passe c'est chez cet hébergeur, est-ce que éventuellement il y a des choses que je peux rapatrier et que j'envisage de rapatrier, bah, vous êtes beaucoup plus autonome que quand vous dites bah, de toute façon j'ai plus les spécialistes chez moi, donc à minima, je vais peut-être éventuellement pouvoir négocier les tarifs, voire éventuellement changer de prestataire, mais je renonce à conserver un véritable contrôle sur ce qu'il advient de mes données. Et donc c'est vrai que cette question de la formation et de l'entretien de cette formation, pour ne plus uniquement sacraliser les diplômes initiaux, mais valoriser plus que jamais la formation continue, parce qu'une technologie, comme c'est une structure vivante, elle évolue, et donc il est important d'avoir cet investissement humain, qui permet d'optimiser par contre la technologie. La formation, c'est justement ce que nous faisons aujourd'hui sur les enjeux du numérique, donc c'est parfait. Vous vouliez réagir peut-être rapidement pour qu'on passe à d'autres questions? Oui, donc, juste rapidement, c'est que pour moi, il faut vraiment, ça rejoint un peu, mais je voudrais quand même compléter, c'est une stratégie à tiroir. C'est-à-dire que effectivement, il faut rester opérationnel. Et le numérique, de toute façon,
pour convaincre des chefs d'entreprise de passer finalement à d'autres technologies, il faut se raccrocher aux usages. C'est-à-dire que le numérique doit être une simple traduction finalement des usages, permettant une optimisation de ces usages et ainsi recréer de la croissance et, je dirais, augmenter la rentabilité. Mais si derrière, il n'y a pas non plus une connaissance générale du pourquoi, du comment, c'est-à-dire, je suis chef d'entreprise, si je ne sais pas que, eh bien, il y a des lois internationales qui vont s'appliquer, que si je choisis tel opérateur, mes données vont être stockées, donc vont pouvoir être prises par un État, et voire même, quand on voit les stratégies d'Amazon un peu tentaculaires, qui est capable finalement de pénétrer toutes les verticales, donc finalement, je vais héberger finalement mes données chez un potentiel concurrent. Mais si je n'ai pas conscience de ça, eh bien, à un moment donné, je vais faire les mauvais choix et je vais creuser ma propre tombe. Et c'est pour ça qu'effectivement, le choix des technologies n'est pas forcément qu'un choix de DSI. Les directions des systèmes d'information, donc effectivement, on en a besoin, ce sont des fonctions support indispensables, mais c'est aussi un choix politique. Des DSS, direction service souveraineté ou... je ne sais pas, oui, mais finalement, tout le monde doit avoir cette culture dans une entreprise. Et si on n'a pas, et si aussi l'État n'impose pas aussi des directives très claires sur tel type d'achat est un achat toxique. Quand je vois par exemple au Salon des maires certaines technologies qui sont proposées et qui sont ultra toxiques pour des territoires, ben comment voulez-vous qu'un élu s'en sorte si dans son propre salon, organisé pour lui, on a des outils qui ne lui conviendront pas et qui seront mortifères. Donc là aussi, il y a plusieurs actions à mener en même temps pour être sûr de rentrer dans cette performance économique. Alors Julien Nossetti, peut-être qu'on va revenir aussi à une dimension géopolitique. Aurélie Lutrin a beaucoup parlé du modèle américain. On a dit qu'il y avait donc une guerre entre les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce qu'on sait du modèle chinois en fait et de ses conditions de réussite? Le modèle chinois, c'est beaucoup de choses. C'est avant tout une approche politique et qui a pris forme de longue date. Hein, c'est pas 2012-2013 avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Hein, c'est bien antérieur. Et surtout, c'est une vision, une approche au départ très repliée, très défensive en fait, hein, pour assurer ce qu'on peut appeler une souveraineté numérique évidemment, mais à développer à l'extrême au fond. Donc en fait, quand l'internet en Chine a été bâti et commercialisé, est apparu pour le grand public chinois, tout a été fait en sorte dès le départ d'assurer une forme d'étanchéité. Hein, donc j'emploie des termes volontairement un peu neutres pour justement éviter tout caractère perméable avec l'extérieur. Donc ça s'est passé par des infrastructures au départ qui visaient à orienter tous les flux de données vers la Chine continentale afin d'éviter différentes portes ouvertes vers d'autres points d'entrée qui auraient pu, du point de vue des dirigeants chinois, subvertir le parti État. Donc ça c'est un point important parce que vous avez en Chine cette lecture qui est très empreinte du syndrome de la citadelle assiégée, hein, voilà, de complexe obsidional, qui fait que dès le départ, hein, il y a 25 ans, les dirigeants chinois ont eu cette lecture fondamentalement défensive. Ça s'est ensuite exporté à d'autres pays. C'est vrai qu'on peut estimer aujourd'hui que la Russie, finalement, après une approche un peu médiane pendant une vingtaine d'années, s'est lancée dans une espèce de mimétisme avec la stratégie chinoise. Mais au départ, voilà, cette stratégie chinoise très défensive et aussi au long cours, et c'est là où la date de 2001 ne doit pas rappeler uniquement les attentats de New York, mais doit aussi rappeler l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui a été absolument fondamentale et qui a constitué pour finalement essentiellement du côté américain, si vous voulez, l'approche suivante qui a été celle d'une ouverture commerciale, technologique aussi, qui favoriserait in fine la démocratisation du régime. Et ça, les Américains se sont rendus compte un peu tardivement que ça a été une voie erronée, ce qui a entraîné pas mal de conséquences par la suite.
Mais pour le coup, cette ouverture et ces potentialités phénoménales qui ont été offertes à la Chine, la Chine les a exploitées de façon tout à fait assumée. Donc c'est passé en particulier par des soutiens divers et variés aux acteurs nationaux du numérique et de la technologie au sens large. On a beaucoup parlé ces dernières années d'un acteur en particulier qui commence par un H, Huawei. Il faut bien voir que c'est pas le seul acteur concerné par un soutien franc et massif de la part du parti de l'État et aussi des grandes banques publiques qui ont aussi accordé des prêts à taux zéro pour que ces sociétés, dans un second temps, après avoir renforcé leur position sur le marché national, s'exportent et prennent des parts de marché assez conséquentes, notamment en partant des pays en développement. Donc c'est pour ça qu'une société comme Huawei a d'abord pris pied sur des marchés, notamment en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, avant de se consacrer à l'Europe en particulier, qui a été un peu la vitrine, si vous voulez, commerciale de cette société. Vous avez d'autres acteurs, évidemment, que Aurélie avait rappelé tout à l'heure, dans le même secteur d'activité que Huawei, vous avez ZTE, qui a ce site paradoxal que c'est une société qui est bien davantage liée que Huawei à l'armée populaire de libération. Qui, entre parenthèses, n'est pas l'armée nationale, mais l'armée du parti, ce qui change un peu les choses. Donc ZTE qui a été aussi pendant quelques temps sous le viseur des sanctions américaines, mais qui en est sorti au profit, entre guillemets, de Huawei. Vous avez d'autres acteurs, Xiaomi qui là aussi s'est exporté de façon tout à fait impressionnante, avec différents marchés favoris, je dirais, en particulier l'Inde, ce qui est là aussi intéressant dans la mesure où, depuis quelques années, les tensions entre la Chine et l'Inde se sont très largement accrues, au point que le facteur technologique a constitué un des foyers de la crise, avec pour rappel une soixantaine d'applications chinoises qui avaient été interdites, qui avait été banni par le gouvernement de Modi en Inde. Donc ce facteur numérique était déjà intégré dans ces tensions qui ne concernaient pas États-Unis et Chine, mais l'Inde et la Chine. Donc ce qui doit aussi nous permettre de décentrer un peu notre regard, parce que c'est pas seulement l'Occident qui est parfois en tension avec la Chine, mais aussi d'autres régions du monde. Donc ça, c'est un facteur sur lequel je me permets d'insister. Et puis d'autre part, la Chine, j'avais rappelé qu'elle avait tout un appareil de renseignement, un appareil militaire pléthorique, qui a peut-être davantage été, si vous voulez, utilisé dans une finalité de captation de brevets, de propriété intellectuelle. C'est vrai que là, les Américains ont un lourd passif avec la Chine en la matière, et si nos auditeurs et l'audience est familière avec la série House of Cards, vous avez dans les 2 premières saisons des épisodes assez bien en fait filmés qui montrent cette problématique de la propriété intellectuelle, du cyberespionnage au plus haut niveau, qui fait l'objet d'interactions entre la Maison Blanche et Pékin, parce que c'est une plaie qui a vraiment empoisonné en fait les relations dans le pays. Ce qui a abouti en 2015 et ça c'est la partie gouvernance que j'ai pas abordée, qui a abouti en 2015 à une convention, une sorte de pacte de non-agression entre Washington et Pékin dans le cyberespace, pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de relative codification, si vous voulez, des comportements entre les deux acteurs, et du côté américain, de faire en sorte que la Chine cesse ses activités hostiles, pilonnant, si vous voulez, les acteurs privés. Ça a fait long feu, et on s'est bien rendu compte, et je m'arrête là, que sous Trump, on a relancé toute la machine conflictuelle avec Pékin, mais la Chine a repris évidemment ses activités d'espionnage. Merci. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes, donc je vais passer aussi à des questions qui ont été posées sur le chat. Et donc, je voudrais répondre peut-être un peu plus rapidement, comme ça on aura le temps d'aborder peut-être encore les quelques questions qu'on avait évoquées au début. Je reviens à la France. Question justement qui a été posée par nos auditeurs et auditrices. La France a-t-elle un écosystème numérique, notamment cyber, suffisamment développé pour se protéger des acteurs malveillants, qu'ils soient étatiques, corporate ou criminels? Sinon, combien de temps ça nous prendrait d'en créer un, si jamais on suit un peu la dynamique de ces dernières années? À qui je pose la question? Peut-être vous, Nicolas Arpajon. Alors, en fait, il y a plusieurs dimensions. Sachant qu'on va parler d'écosystème cyber, il va falloir miser sur au moins 2. La première, c'est les femmes et les hommes. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de l'ANSSI, ssi.gouv.fr, vous allez voir le nombre de postes ouverts. Ça veut dire ouverts mais non pourvus. Lorsque le gouvernement fait des annonces sur des chiffrages de recrutement, c'est tout à fait bienvenu. La question, ce sera de voir a posteriori combien auront été effectivement dotés. Parce qu'il faut avoir
avoir suffisamment de femmes et d'hommes présentes. Là aujourd'hui, une des faiblesses, c'est pas tant, même si on peut s'inquiéter, et d'une hyper multiplication des formations. On voit quelques écoles qui se sont créées, mais vraiment très opportunément, et pas forcément ayant un sens de la pédagogie prioritaire, mais peut-être un sens du commerce, avec des intitulés de diplômes les plus alléchants possibles, mais pour, pense-t-il, répondre à une proposition, à une demande du marché. Bon, aujourd'hui, il serait bien déjà que les formations documentées, rigoureuses, fassent le plein. Voilà, aujourd'hui, on a un sujet, sachant que une des perspectives, c'est que tout le monde recrute. Administration civile de l'État, administration militaire, les grandes entreprises utilisatrices, les fournisseurs de services, et puis également les organisations criminelles. Donc on a ce premier enjeu où il faut des femmes, des hommes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui peinent, c'est un domaine, même qui est le mien, qui est, on fait beaucoup ce qu'on appelle des no-go. No-go, c'est quand vous ne postulez pas à un marché, un appel d'offres, parce que vous pourriez le gagner, mais vous n'êtes pas certain d'avoir les personnels pour pouvoir concrétiser la commande. Ce qui est très inhabituel dans beaucoup de sphères économiques, puisqu'en principe, si on postule un appel d'offres, c'est pour le gagner. Parce qu'on a cette dimension-là. Deuxième chose, effectivement, d'avoir des entreprises qui vont trouver des technologies. Alors, je pense que ça va être compliqué de créer un acteur à partir de zéro qui serait un universel, une espèce de boîte à outils intégrale de l'ensemble de la cybersécurité. Pourquoi ? Parce que la cybersécurité, c'est un domaine pluriel. Il y a la question des serveurs, la question du cloud, la question des terminaux mobiles, la question de la gestion des identités, de la messagerie, etc. Par contre, on peut trouver des briques qui, si elles sont efficaces dans leur verticale et si elles sont interopérables, peuvent contribuer à faire en sorte qu'il y ait effectivement une sécurité. Donc aujourd'hui, il faut que les investisseurs se mobilisent là-dessus, de manière, mais là aussi en ayant une compréhension de l'avancée ou de la promesse technologique, de manière à quoi ? Avoir des outils qui soient performants, qui passent à l'échelle, parce que souvent vous avez des trucs qui fonctionnent sur des petits périmètres, mais il faut qu'elles passent quand vous envisagez de travailler avec des entreprises qui ont 10 000, 50 000, 100 000 postes de travail, ou qui sont dans des environnements globalisés internationaux. Et donc voilà, donc on a aujourd'hui ces fameuses jeunes pousses, on a, et pour y avoir participé, créé une initiative qui est inédite, elle est toute jeune, donc on va voir si ça va fonctionner, c'est de créer à côté de Paris un campus cyber, c'est un endroit où en fait on a fait tout ce que, en principe dans les écoles de management, on dit il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on a réuni des acteurs privés, des acteurs publics, on a réuni, et sachant qu'au capital de la structure de gouvernance, l'État est minoritaire, mais les entreprises sont majoritaires, on y a réuni des fournisseurs de solutions de sécurité, français et internationaux, alors avec des statuts et des prérogatives différentes. On y a réuni des écoles, centres de formation initiale et continue, des centres de recherche, notamment avec l'INRIA, et puis on y a réuni des utilisateurs finaux. Alors il s'avère qu'il y avait des initiatives en Israël, aux États-Unis, mais en général c'était soit teinté très ministère des Armées, mais personne n'avait réuni le privé, le public, les utilisateurs, c'est-à-dire des grandes entreprises industrielles, du commerce, des services, qui y mettent une partie de leurs collaborateurs en cybersécurité. Donc maintenant c'est un lieu qui a ouvert il y a quelques mois maintenant. Il n'est que ce que les gens en feront, c'est-à-dire que c'est cette fréquentation, il est plein aujourd'hui, c'est-à-dire que ça veut dire que la demande a été là, il y a eu une réponse, on y est au quotidien. Simplement, effectivement, c'est des femmes, des hommes qu'on réunit, qui ont chacun, ils conservent leur entité d'origine, bien sûr, mais ils sont issus du ministère de l'Intérieur, du ministère des Armées, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, on essaie d'écrire et c'est une vraie singularité française, qui d'ailleurs intrigue les Américains ou les Israéliens, parce que même s'ils ont des modèles en tout cas initiés préalablement, ils se disent quand même c'est un truc. Voilà, maintenant c'est cette feuille-là, on a ce cénacle-là, ce ne sera que ce que les contributeurs et les parties prenantes en feront et l'exploiteront au mieux. Aurélie Lutrin, vous pensez que, vous pouvez dire ce que vous aviez prévu, mais que le statut de la fonction publique est adapté finalement à trouver ces compétences numériques dans l'appareil d'État Alors, je dirais qu'il y a quelque chose qui risque de bloquer, ça va être la grille, des rémunérations. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les collectivités, même l'État, les hôpitaux, vont avoir besoin de data scientists. Quand on voit en sortie de diplôme le niveau de rémunération des data scientists, ça ne correspond pas du tout à la grille, je dirais, de rémunération actuelle. Seulement, il y a quand même ceci étant, il y a quand même pour le secteur public un véritable coup à jouer, parce que on parle de nouvelles générations, génération Z. Je dirais que les nouvelles générations carburent aussi au sens.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles sont prêtes à finalement faire le deuil d'une partie de la rémunération si derrière, il y a une véritable cause, il y a du sens dans l'action. Et ça, le secteur public, là il va falloir aussi revoir parfois le marketing RH, mais pour attirer les nouvelles générations et montrer que ça peut être épanouissant de travailler au sein du secteur public, ce qui veut dire aussi parfois changer le management. Parce que parfois, on a été confronté à du management traditionnel et qui ne correspond plus aux attentes, très clairement. Donc oui, je dirais que aujourd'hui, le secteur public va devoir opérer une refonte du marketing RH pour rendre le secteur plus attractif, pour attirer les talents, mais conserver aussi ces cerveaux, parce qu'il y a aussi des fuites de cerveau. Où on a finalement tous les scientifiques, mais qui partent à l'étranger, mais qui partent pourquoi? Quand on leur pose la question, c'est pas tant la rémunération. Hein. À chaque fois, pratiquement, c'est le management. C'est trop politique, on nous empêchait d'innover, on nous empêchait de... Donc on voit bien que finalement, la carte de la rémunération, on pourrait s'en sortir, bien qu'il faille quand même valoriser certains salaires, mais le sujet récurrent, c'est le management, comment rendre et la coordination en fait des talents, c'est ça en fait. Voilà. Et ça rejoint ce qui vient d'être dit, c'est que aujourd'hui, oui, on a l'écosystème. Le sujet, c'est comment coordonner, comment faire en sorte que, eh bien, dès le plus jeune âge, on oriente, parce qu'il y a un problème d'orientation aussi scolaire. Hein, vers certaines filières pour créer le vivier. Comment on coordonne l'activité des investisseurs, des entrepreneurs et des centres de recherche, parce qu'on a un nombre d'innovations incalculables en France, mais parfois qui dorment dans des tiroirs et qui pourraient être valorisées. Et là, les Israéliens sont très forts, parce que le Technion, c'est une machine de guerre. Les scientifiques font des recherches, innovent. Si l'innovation peut trouver un marché, l'université les aide à monter leur start-up et à créer de la valeur. Alors pour finir cette conférence, je voudrais qu'on aborde le sujet de l'énergie, qui est un sujet qui a été abordé justement sur le chat. On voit que l'énergie va coûter de plus en plus cher. Est-ce qu'on doit faire preuve de sobriété numérique? En fait, est-ce qu'il y a un point d'équilibre aussi à trouver? Aussi, cette dimension de l'énergie, est-ce qu'elle peut rebattre les cartes de la souveraineté en fait, de certains États ou même certains acteurs privés? Peut-être Julien de Saint-Yves, vous n'avez pas encore... Et il nous reste à peu près 2 minutes. Très brièvement, parce que je ne suis pas expert des questions énergétiques, donc je n'aurai peut-être pas un regard aussi pointu, évidemment, que des gens du secteur. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le contexte actuel où, effectivement, vous avez une flambée des prix énergétiques et chez certains des big tech, des vagues de licenciements. Donc c'est peut-être pas délié aussi que vous avez des acteurs qui fondent aussi leur activité au quotidien sur des data centers localisés aux quatre coins du monde et qui vont devoir continuer à les opérer. Donc et ça va requérir des moyens financiers qui peuvent expliquer au moins partiellement certaines des restructurations qui ont été entamées notamment par Meta. Twitter, c'est un cas particulier, hein, et puis d'autres acteurs. Donc vous avez un lien aujourd'hui entre la transition numérique et la transition énergétique tout à fait clair. On commence à se rendre compte de façon très tardive là aussi. C'est vrai qu'on peut toujours regretter le train de retard hein, qui est pris. Avec à la fois une dépendance par rapport à ces outils et ces services, évidemment, qui a un coût en matière d'électricité, et en même temps aussi, et là on sort peut-être du numérique pour aller vers la technologie, avec effectivement des dépendances par rapport à des terminaux qui sont très, très consommateurs en terres rares diverses hein, et en métaux qui ont un coût écologique en termes d'extraction tout à fait conséquent. Quelques travaux, des ouvrages, des reportages ont déjà été publiés, mais la résonance dans le débat public reste à mon sens très insatisfaisante, très partielle. Et quand vous interrogez peut-être des publics de jeunes étudiants, hein, ça m'est arrivé de le faire récemment, où vous avez encore aujourd'hui une conscience très faible des impacts écologiques de la transition numérique. Et ça, c'est un chantier absolument colossal parce que les enjeux sont à l'évidence, hein, c'est encore un lieu commun que j'avance, sont évidemment très conséquents.
En 10 secondes, est-ce que vous avez aussi quelque chose à dire là-dessus, mais vraiment très rapide? C'est le continuum, c'est-à-dire que de la même manière que je l'ai dit, l'énergie a été classée opérateur d'importance vitale ou de service essentiel, donc on en a besoin pour continuer. Et par contre, c'est bien de concevoir un cycle économique dans son intégralité. Ça ne sert à rien d'avoir un somptueux site internet si vous n'avez pas les écrans pour le consulter. Donc c'est bien de ce schéma énergétique fait partie de la continuité d'activité. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire l'économie, et le secteur du numérique en particulier, faire l'économie de cette de cette gestion énergétique. Bien sûr, parce que elle pose, quand j'ai évoqué tout à l'heure les 3 piliers de disponibilité, la disponibilité pour avoir accès à vos données, il faut qu'il y ait de l'électricité pour l'alimenter. C'est la différence entre avoir un livre dans sa bibliothèque que vous pouvez consulter même à la lueur du jour et de la lune, et le fait que si vous n'avez qu'un e-book, ce e-book éteint n'est absolument plus accessible. Et donc la question de la disponibilité. Et en un mot, Aurélie, ce sera le mot de la fin. Je dirais que ça illustre très bien la pensée qu'il faut développer aujourd'hui. C'est la pensée complexe. C'est-à-dire que quand on veut traiter un sujet, il faut le traiter, mais à 360 et toute la chaîne. Et donc, parce que si on n'a qu'une vision sur le sujet précis, on voit bien qu'on tombe vers des catastrophes. Donc, voilà. Bon, merci à tous. Merci à l'IGPDE pour avoir organisé cette conférence qui donc aura rehaussé le niveau de compréhension de ces enjeux géopolitiques du numérique. Merci à vous 3 d'être ici. Je vous rappelle que vous pouvez répondre à un questionnaire pour vous dire comment vous avez trouvé cette conférence. Elle sera disponible en replay sur, je vous le donne en mille, je pense YouTube, la chaîne YouTube de l'IGPDE. Et on me dit de vous dire aussi que le programme 2023 des rencontres économiques sera annoncé prochainement. Donc bonne journée à vous tous et toutes et de joyeuses fêtes également.